Une voix de fille, urgente et perçante. Yoshito recule, ses adversaires sont bien trop forts pour toi. La blonde le lâche comme ça, prenant notre gars par surprise. Yuri arrive derrière elle, répétant la même chose. C'est bien trop pour quelqu'un comme lui. L'équipe se jette dans la mêlée, tandis que le protagoniste reste planté là. Tout le monde le prend vraiment pour un boulet. Des hommes lézards arrivent de partout. Les filles le couvrent, puis le grand costaud au bouclier se prend un coup net et est projeté en arrière. Mais il atterrit pile sur un piège qui brise le sol sous Yoshito. Il hurle, mais sa voix s'éteint tandis qu'il chute. Puis soudain, il change sa position. Au lieu de tomber comme une poupée de chiffon, il reprend le contrôle et plonge plus vite vers la chambre inférieure. Une nouvelle menace l'attend là-bas. Pas un seul homme lézard. Plusieurs commandants lézards rampent hors de chaque couloir, l'encerclant. Ce ne sont pas les faibles d'en haut. Ce sont ceux qui donnaient du fil à retordre à ses coéquipiers. Les créatures le regardent comme une proie. Elle pense que c'est facile. Yoshito se lève lentement, saisit son épée, son expression change, ses yeux se plissent. Il dit aux créatures qu'elles vont regretter de l'avoir fait descendre ici. En un éclair, il fonce et leur dit de se préparer. Le donjon se transforme en un combat brutal. Ces pauvres lézards perdent la tête, leur corps tombe. Ceux qui tentent de fuir sont rattrapés en une seconde. Il les déchire un par un. Une armée entière devant lui, mais il sait que les filles des étages supérieurs sont en danger maintenant qu'il n'est plus là. Il doit agir vite. Dernier coup, le dernier homme lézard recule de peur. Yoshito s'avance calmement vers lui. Je vais faire ça vite. Il en finit. Il aperçoit une porte, un chemin vers le 4e étage. Il la traverse. Il remonte au 4e étage, fatigué mais indemne. Yuri le repère et crie son nom, courant vers lui, vérifiant chaque partie de son corps à la recherche de blessures. Elle est pratiquement folle de joie. Elle est tellement contente qu'un faible comme lui ne soit pas mort seul là-bas. Mana s'approche, plus prudente. Elle demande direct. As-tu été attaqué par des monstres? Pause. Yoshito esquisse un sourire calme. Non, rien ne s'est passé. Le gars vient de laisser derrière lui une fosse remplie de commandants lézards en miettes, mais il garde ça pour lui pour ne pas les inquiéter. Mana lui dit que Nogishi a paniqué, a cru Yoshito mort et a couru vers la salle du boss avec son équipe. Yoshito n'est pas surpris, il remercie les deux filles de s'être inquiétées pour lui. Elles se regardent, un peu prises au dépourvu, et sourient. Maintenant, dépêchons-nous, il faut rattraper Nogishi. Mais de nulle part, un homme lézard survivant, l'épée levée, fonce droit sur Yuri par derrière. Les yeux de Yoshito s'écarquillent, il hurle son nom. Yuri se retourne, confuse, juste au moment où la lame s'abat. Mana commence à réagir, mais Yoshito se projette en avant si fort que le sol en pierre se fissure sous ses pieds. Il arrive le premier, bloque le coup et renvoie la créature d'un seul coup. Ça s'envole. Silence. Mana le fixe. Cette vitesse n'était pas normale. Yuri, encore tremblante, le remercie doucement. Yoshito, gêné, arrive à peine à articuler un mot. Mana trouve le moment gênant amusant mais insiste. Comment as-tu réagi si vite? Il esquisse un sourire. On dirait que vous avez enfin remarqué que je ne suis pas totalement inutile. Puis son visage devient sérieux. À partir de maintenant, je ne suis plus un boulet. Ils atteignent le 5e étage. La porte de la salle du boss intermédiaire se dresse juste devant eux. Mana explique. 10 étages au total. Cette salle est le point médian. Elle et Yuri l'ont trouvé en premier, mais l'équipe de Nogishi la leur a prise. Yoshito entre. Des flammes rouges et un gars volant dans les airs percutent violemment le mur. Un des coéquipiers de Nogishi s'effondre à l'impact. Le seigneur orc se tient au centre. Nogishi est toujours debout, arrogant mais sur le point de se faire plier. Il dit à Yoshito de ne pas s'en mêler. Il active son égide Mimesis, l'équipement unique dont il ne cesse de parler. Censé bloquer toute attaque, il charge le seigneur orc, place quelques coups. Ça a l'air solide. Pendant une seconde, on dirait même que ça marche. Nogishi sourit, demande à Yoshito s'il regarde, se vante de l'écart entre un vrai challenger et une poule mouillée. Le seigneur orc tombe. Puis, derrière le boss vaincu, un coffre apparaît, brillant intensément. Les yeux de Nogishi s'écarquillent de cupidité. Un objet rare, meilleur que tout ce qu'il a jamais trouvé. L'estomac de Yoshito se serre. Quelque chose ne va pas. Il crie. Nogishi, n'ouvre pas ça, trop tard. Nogishi l'ouvre en grand. Rien à l'intérieur. Une lumière aveuglante explose et engloutit toute la pièce. Quand elle s'estompe, tout le monde est dans un endroit complètement différent. L'air est plus lourd, une immense salle du trône. Nogishi pense n'avoir ressenti cette pression qu'au dernier étage d'une tour. Une épaisse fumée roule sur le sol. Une main gigantesque bouge dans l'obscurité. Des yeux furieux fixent en retour. L'empereur ogre se lève de son trône, le boss de toute la tour magique. Il charge. Un seul coup de poing détruit le sol en béton. L'onde de choc déséquilibre tout le monde. Nogishi fonce avec son égide de Mimesis et se fait balayer comme une mouche. Son corps s'écrase au sol. La compétence ne s'activera pas car son corps est trop endommagé. Il est fini. Ses coéquipiers hurlent son nom et courent vers lui. Yoshito leur crie de rester en arrière. Ils n'écoutent pas. L'ogre les frappe aussi. Les épées tombent au sol. Mana repère un seau magique qui se forme. Pas d'issue. Yuri murmure, effrayé. Allons-nous mourir ici? L'ogre se tourne vers Yuri. Elle ferme les yeux. Éclat de lumière. Yoshito s'avance, l'épée sortie. Il connaît les chiffres. Ses stats ne sont pas suffisantes pour battre un boss de tour de front. Mais il a quelque chose que personne d'autre n'a. Il peut se permettre de perdre. Son plan, l'épuiser. Mourir autant de fois qu'il le faudra. Il charge, porte un coup à la tête de l'ogre. Ses coéquipiers le regardent sous le choc. Il le combat seul. L'ogre riposte. Yoshito est projeté. Il se demande s'il a déjà atteint sa limite. L'ogre le frappe encore. Mana alerte, Yoshito meurt, ses amis le fixent. Mais alors, le panneau de malus clignote, l'inversion de compétence s'active, son agilité monte en flèche. Il est de retour, plus rapide qu'avant. Ses amis sont perdus, ils parlent tous en même temps. Ils connaissent la résurrection infinie et sa pénalité brutale. Ils ne comprennent pas comment il continue de se battre. Toujours plus fort. Yoshito revient encore. Vérifie ses stats, pas la bonne encore. Il a besoin d'un boost spécifique. Il attend le coup fatal, le désir même. Il meurt, revient, regarde ses mains.
différente maintenant. La stat dont il avait besoin est enfin là. Avec l'agilité supplémentaire, un nouveau message apparaît. Relocalisation de réapparition débloquée. Il peut choisir où il apparaît dans un rayon de 3 mètres. Il sourit, ça va être utile. Il choisit un endroit juste derrière l'angle mort de l'ogre. Il réapparaît là. L'ogre ne le voit pas venir. Yoshito enfonce son épée par derrière. Mana observant de l'autre bout de la pièce. Comment est-il arrivé là si vite? Il continue, coupe après coup. Il pense une seconde à Nogishi et aux autres. Aussi agaçants qu'ils aient été, il ne leur a jamais souhaité de mal. Mais là, son seul but est d'abattre cette chose. L'ogre se retourne et pour la première fois, le combat est équilibré. Yoshito prépare une dernière grosse attaque. L'ogre ne peut pas suivre. La vitesse de Yoshito le dépasse maintenant. Le coup porte net. L'empereur ogre rugit et s'effondre. Fini, Yoshito souffle. Un équipement unique et une pierre magique apparaissent. Avant même qu'il ne puisse réfléchir, Yuri le percute avec un câlin. Elle dit qu'elle est tellement contente qu'il ait réussi. Mais ensuite, Mana devient sérieuse. Elle le remercie, dit que s'il n'avait pas gagné, elles seraient toutes les deux mortes. Mais sa façon de se battre est folle. Elle a dû le regarder mourir encore et encore. Ça faisait mal à voir. Yoshito s'adoucit, s'excuse de leur avoir fait voir tout ça, puis calme mais sûr de lui. Mais peu importe combien de fois ça arrive, je reviendrai toujours. Même si mourir autant de fois est vraiment douloureux. Le compte à rebours se déclenche. Boss vaincu, tout le monde est évacué dans 10 secondes. La tour s'effondre. Yoshito regarde les challengers vaincus au sol, dit qu'il n'oubliera jamais ce qu'ils ont traversé. La tour se brise morceau par morceau et disparaît. Un bureau impeccable. Une femme, Rito Fumione, fixe un écran montrant le terrain vide où se trouvait la tour Hermès. 3 filles sont déjà attentives. Allons-y. Alors, comment ce gars fait-il des donjons en solo si tout le monde le croit faible? Dans son ancienne vie, le gars était coincé à faire des petits boulots sans avenir après le lycée. Puis une tour est apparue et il a pris la décision désespérée de devenir un challenger. Un marchand lui a vendu la compétence de résurrection infinie. Il a dépensé sa dernière pièce puis s'est endetté par-dessus le marché. Il a fait tout ce qu'il fallait pour acheter cette compétence, mais il n'avait aucune idée de ce que ça lui coûterait. La pénalité était brutale. Ses stats chutaient à chaque fois qu'il mourait. La première mort lui a coûté 50 points de défense et il a failli mourir pour de bon à la course suivante. Puis il en a perdu 70 de plus, puis 250 points de vie, puis de l'agilité, une compétence qui le détruisait lentement. Maintenant, considérant qu'il serait mort sans elle, ce n'était pas une perte totale, mais s'il avait eu quelque chose de décent, il n'aurait peut-être pas eu à mourir du tout. Puis vint la pierre de compétence dorée sur un étage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un couloir de la mort conçu pour être impossible, mais il avait des vies à brûler. Il est mort des dizaines de fois juste pour attraper ce trésor et puis il l'a eu. L'inversion, chaque négatif transformé en positif. Au moment où la compétence de merde est devenue l'aptitude la plus cheatée qui soit, il devient plus fort à chaque fois qu'il meurt, aussi magiquement qu'elle est apparue. Yoshito a l'air de ne toujours pas y croire. Il regarde sa propre main, réalisant que si cette tour imposante disparaît, il y a une raison. Il serre les poings tandis que ça s'imprègne lentement. C'est lui qui était responsable d'avoir nettoyé cette tour, avec une lueur multicolore. La tour finit de s'évanouir dans le néant, tandis que Yoshito continue de fixer ce qu'il a fait. Avec un sourire subtil qu'il ne peut cacher, Yoshito essaie de retenir ses émotions et parvient finalement à dissimuler l'excitation que cette scène lui a procurée. Yoshito entend le brouhaha autour de lui. Les rumeurs disent que le boss d'Hermès a été vaincu. Quelqu'un a demandé si un autre challenger avait déjà dépassé le 5e étage. D'autres se demandaient si quelqu'un l'avait rushé et ainsi anéanti le boss. Perdu dans ses pensées, il se répond silencieusement que celui qui a battu le boss, c'était lui, Takamichi Yoshito en personne. Pourtant, il se sentirait mieux si ça n'était pas arrivé, car il n'a jamais voulu blesser personne sans raison. Mais il devait admettre qu'un premier nettoyage de tour était quelque chose d'incroyable. Il se dit qu'il vaut mieux rester discret et ne pas montrer sa fierté. Il sait que ce n'est pas une bonne idée de révéler ses exploits, surtout quand il s'agit de vaincre le puissant Hermès. Alors il essaie de s'éclipser discrètement, mais avant qu'il ne puisse s'esquiver, il entend des voix en arrière-plan. C'était Mana et Yuri qui s'emballent en le voyant, voulant connaître chaque détail de la bataille épique, y compris les récompenses qu'il a obtenues pour sa victoire. Tout le monde autour le fixe et il finit par se sentir mal à l'aise. Encore une fois, les murmures reprennent, mais maintenant, il est le centre de l'attention. Un commentaire aléatoire sur sa compétence de résurrection étant nulle attire l'attention. Celui qui parlait continue disant que même avec cette compétence de merde, il a quand même réussi à battre Hermès. Peut-être que tout ce remue-ménage a donné soif au héros. Il se faufile parmi les gens autour de lui. Il se tourne vers les deux et dit qu'ils ont enfin réussi à s'éloigner de tout ce chaos. Elles ont demandé chaque détail sur les armes qu'il a utilisées et les méthodes qu'il a employées pour remporter la victoire. Et au milieu de tout ce bazar, quelqu'un l'a même invité à rejoindre un petit groupe. Mana s'excuse de ne pas avoir été plus discrète et Yoshito boit son soda. Yuri dit que s'il a abattu Hermès, il devait accepter le fait qu'il finirait par être le centre de l'attention. Yoshito semble avoir apprécié d'entendre Yuri le décrire comme dominant. Yoshito se remet à penser à la récente bataille. Il se sent bizarre de se juger comme un mauvais challenger en pensant au sacrifice qu'il a fait pour acheter la pierre de résurrection infinie. Il en vient à la conclusion qu'il n'a pas fait d'erreur en choisissant cette compétence. Yuri profite qu'il parle de sa compétence pour demander quelque chose. Elle veut savoir s'il n'y a pas de malus quand il perd sa vie pendant un combat. Yoshito est un peu confus et a du mal à expliquer. Il cherche les meilleurs mots. C'est difficile pour lui de leur expliquer l'inversion. Son expression intimide Yuri et elle se sent gênée, disant qu'elle ne voulait pas le presser. S'arrêtant pour y réfléchir, il se dit que ce sujet est bien trop sérieux et important pour en parler comme ça. Coupe ses pensées, suggérant de laisser cette explication pour une autre fois. Le fixant droit dans les yeux, Mana a aussi ses doutes. Elle veut savoir quelle était la récompense, quel genre d'équipement il a obtenu pour avoir vaincu Hermès. Le protagoniste jette la canette vide à la poubelle et lui dit d'attendre. Réussissant à échapper à l'interrogatoire du duo, Yoshito est intrigué quand il réalise qu'il ne peut pas ouvrir de fenêtre. Mana explique qu'il n'y a aucun moyen d'ouvrir la fenêtre du panneau pour vérifier son statut.
Ce ne serait possible que s'ils étaient à l'intérieur de la tour. Mais elle n'existe plus. Expliquant comme si elle parlait à un enfant, elle continue en disant qu'une fenêtre ne s'ouvre que lorsqu'un challenger est dans la tour. Il y a aussi les compétences de chaque personne, mais les pouvoirs des challengers sont limités à la tour et ne fonctionnent pas à l'extérieur. Exactement, les challengers ne se baladent pas en utilisant leurs compétences pour n'importe quoi, mais il y a une seule exception à cette règle. Le seul endroit où les challengers peuvent utiliser leurs pouvoirs en dehors des tours est sur le terrain où se trouvait une tour éteinte. Yoshito remarque une vibration différente, comme une énergie inexplicable parcourant son corps. Puis il réalise que pendant tout ce temps, il se tenait exactement sur le terrain de la tour éteinte d'Hermès. En regardant autour de lui, il sent qu'il ne s'habituera jamais à cette sensation étrange et à l'énergie qu'un lieu où se trouvait une tour possède. Sachant cela, Yoshito parvient à ouvrir la fenêtre pour accéder à son panneau. Et ça s'ouvre, révélant enfin quel objet il a obtenu de sa victoire. L'image montre un magnifique Phosoménos. Impatient de récupérer sa récompense, il tape sur l'image de l'épée qui apparaît à l'écran. Le panneau émet une énorme lumière vive qui aveugle tout le monde pendant quelques instants. Bourdonnant d'excitation pour son nouveau prix, Yoshito ressent la puissance de Phosoménos alors qu'elle commence à matérialiser son énergie dans ses mains. Yoshito tient fièrement pour la première fois sa nouvelle épée. D'un ton rouge vif comme jamais vu, c'était définitivement une arme unique en son genre. Les fils parlant de la récompense. Yoshito regarde l'épée Phosoménos qu'il a gagnée. Il tranche l'air, testant sa légèreté et sa flexibilité. Déjà en train de penser à sa prochaine mission dans la tour, les deux filles le regardent parler. Mana a alors une idée brillante, elle interpelle le garçon pour attirer son attention, puis suggère qu'ils forment une équipe ensemble la prochaine fois. Yuri s'excite et commence à crier qu'elle veut en faire partie aussi. Alors qu'elle saute partout en demandant à se joindre, les deux la regardent comme s'ils voyaient une gamine capricieuse. Se reprenant, la jeune femme demande s'il la laisserait participer. Yoshito sourit en voyant sa réaction et confirme que bien sûr elle peut. Après tout, ils sont tous amis. Les deux célèbrent d'avoir enfin réussi. Yoshito regarde Mana, ne comprenant pas, elle se penche près de son visage et, excitée, demande quelle est la prochaine tour où il devrait aller, suggérant quelque chose d'une échelle similaire à Hermès. Avec un sourire sadique, elle fait une autre suggestion, plus audacieuse. Plus audacieux, une tour magique plus grande. Et puis il suggère de défier Zeus. Le jeune homme y réfléchit, il prête attention à son raisonnement. Après avoir quitté Hermès, il y a un endroit où il veut aller tout de suite. Avec ses attentes élevées, Yuri demande où, et étonnamment le jeune homme dit Tokyo. À l'agence de gestion des challengers, les filles sont déçues. Mana veut savoir pourquoi ne pas aller à une tour magique. Le garçon explique que l'agence achète les pierres magiques et d'autres choses à un prix bien plus élevé que les étals des tours. Son plan est d'y aller pour échanger ses objets contre de l'argent, admettant qu'il doit le faire parce qu'il a acheté la résurrection infinie et s'est retrouvé totalement fauché. Mana et Yuri le regardent avec pitié. Le siège de l'agence gouvernementale qui soutient les aventuriers est un bâtiment qui domine la ville. Dans la salle de contrôle, un tas de panneaux affichent des mises à jour sur toutes les tours, et les armes, objets et pierres sont échangés à un prix équitable. Il y a beaucoup de vols et d'exploitation aux étals des tours, tandis que les transactions à l'agence sont plus fiables. Et comme le marché a été construit juste à côté du bâtiment, il n'y a pas non plus de restrictions sur les pouvoirs du challenger. Parmi les récompenses pour avoir nettoyé Hermès se trouvent des armes uniques et beaucoup de pierres magiques. Yoshito regarde autour de lui et se dit qu'il va se faire beaucoup d'argent. La commis l'accueille et lui demande s'il souhaite échanger ses objets. Il ouvre son panneau et clique sur les pierres, se demandant combien il en a puisqu'il n'a pas encore pris le temps de les compter. Soudain, une énorme montagne de pierres précieuses apparaît sur le comptoir, laissant la commise stupéfaite. Comme si ça ne suffisait pas, une toute petite pierre de plus tombe sur sa tête. Même Yoshito n'en revient pas. Après le choc, la commis poursuit la procédure d'échange. Les mains tremblantes, il pense que c'est la fin de ses dettes. S'éloignant avec un gros pactole, il se sent comme l'homme le plus riche du monde. Yoshito s'approche des filles et réfléchit à la façon dont il va dépenser tout cet argent. Yuri dit qu'il ferait mieux de ne pas le dépenser imprudemment. Mana l'intimide, disant qu'il ferait mieux de ne pas tout flamber et de se retrouver à nouveau endetté. Le jeune homme se sent mal à l'aise mais est d'accord avec son ami. Soudain, en traversant l'endroit, il se retrouve face à face avec une femme. Yoshito a l'air surpris par la rencontre. Toujours mystérieuse, elle dit qu'elle a entendu dire qu'il était dans le bâtiment. Alors, elle a décidé de le chercher. Ils se fixent un instant. Le jeune homme ne semble pas comprendre pourquoi quelqu'un comme elle veut lui parler. La femme se présente comme Rito Fuyun, la directrice de l'agence. Elle s'approche et demande si elle peut avoir un moment avec le conquérant de la tour Hermès. En prononçant son nom complet, elle montre qu'elle sait exactement qui il est. Le jeune homme pense que ce visage lui est vraiment familier. Il sait que parmi les membres de la direction qui rassemble les challengers, elle est la plus forte de tous. Il semble qu'elle ait été recrutée par l'agence après avoir conquis 3 tours magiques toute seule en tant que challenger. Devenue une star, elle apparaît dans les campagnes de l'agence et les publicités diffusées dans toute la ville. Rito continue de le fixer, attendant une réponse. Alors il demande ce que la présidente de l'agence veut de lui. Elle lève les mains, disant que tout d'abord, elle veut tout savoir sur la façon dont il a conquis la tour magique Hermès. Yoshito l'écoute avec attention et suspicion. Finalement, elle ajoute que deuxièmement, elle veut tester la véritable puissance du nouveau conquérant. Tous les 4 descendent les couloirs. Le jeune homme a déjà commencé à raconter ce qui s'est passé. Et Mana pense que ce serait une bonne idée de signaler les pièges aux autres challengers. Rito remercie le garçon de lui en avoir parlé et dit que quant au challenger Nogishi et à son équipe, ils informeront les familles des décès. Son regard devient mélancolique et elle explique qu'il n'est pas rare que des challengers perdent la vie dans les tours, ce qui est assez évident, commente-t-elle. Puis elle dit que malgré tout, ça fait mal d'une certaine manière. Yoshito pousse un soupir. Il se mord les lèvres en pensant à toutes les tragédies dont il a été témoin.
Il conclut que jusqu'à présent, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire. Soudain, ses yeux se remplissent de larmes et il admet que oui, c'est vraiment douloureux. Marchant lentement, il conclut avec soulagement que c'est une bonne façon de penser. Ils entrent enfin dans une salle. La femme explique que c'est la salle d'entraînement de l'agence. Le trio la regarde manipuler le panneau et hop, une épée apparaît dans les mains du jeune homme. Regardant l'arme, le jeune homme demande si c'est vraiment une épée. Elle a l'air un peu émoussée. Raido explique que c'est le type qu'ils utilisent pour l'entraînement. Alors on s'y met, elle dit que le garçon peut la manier sans souci, frappant sa propre épée sur le sol. Raido le met au défi et dit qu'elle va le laisser la combattre pour qu'il comprenne le vrai pouvoir d'un dominateur, une des responsabilités des chefs d'agence. Yoshito dit que c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. Mana est excité de voir ça et dit à la chef de se battre avec énergie. Le jeune homme se prépare, il prend sa position et dit que s'il doit faire ça, alors il va le prendre très au sérieux. Raido demande s'il est prêt et Yoshito confirme en silence, la fixant de l'autre côté. Le jeune homme pense que son adversaire est la légendaire chef d'agence, mais valorisant son propre pouvoir, il se dit qu'il a battu un boss et qu'il est plus fort qu'elle ne l'imagine. Prenant sa position, elle annonce le début du combat, et avant même de finir de parler, elle disparaît de la vue du jeune homme à la vitesse de la lumière. Soudain, elle réapparaît juste devant lui. Sur le point de frapper, Yoshito bondit sous le choc mais parvient à esquiver en serrant les dents. Rudy reste implacable, le chargeant sans arrêt à une vitesse incroyable, piégé entre ses nombreux coups venant de toutes parts. Le jeune homme les bloque tous avec difficulté. Réussissant à se libérer, il se donne à fond, mais elle réagit incroyablement vite. Il a des sueurs froides en voyant cette montée en puissance. Elle vole au-dessus de sa tête et il se baisse pour ne pas être transpercé. Yoshito essaie de capter ses mouvements du coin de l'œil, mais elle crée une micro-explosion à l'impact de ses gestes. Yoshito glisse, il a l'air fatigué et réalise que ce pouvoir est d'un tout autre niveau. La voyant marcher menaçante vers lui, il pense à comment il a vaincu la chef après être mort plusieurs fois, mais il est encore loin de cette dominatrice qui a nettoyé tour après tour sans mourir une seule fois. Et là, il a une épiphanie, se souvenant de tout ce qu'il a traversé jusqu'à ce point. Il conclut qu'il a continué même dans les pires scénarios, même après être mort encore et encore, donc aucune raison de se sentir inférieur, se comparant à elle, repensant sa stratégie. Il se dit que s'il ne peut pas gagner juste en défendant, alors il va profiter du fait que n'importe qui d'autre garderait ses distances face au risque imminent de mort. Mais pas lui, Rudy se rapproche, imparable. Les yeux de Yoshito brillaient comme des flammes rouges, il la fixe de toutes ses forces. Surprise, Rudy ralentit, mais Yoshito ne recule pas et fonce avec son épée, la frappant rapidement, mais elle esquive comme une ninja, jetant son corps en arrière. Le jeune homme n'en revient pas. Elle contre-attaque avec encore plus de force, son épée brille comme le soleil, les dents du jeune homme claquent de nervosité. Rudy admet qu'elle ne l'avait pas vu venir. Il reprend son calme et lui balance les faits. Si elle était un monstre, elle aurait pu esquiver cette attaque sans problème, après tout. Elle bloque son cou avec son épée, puis elle lui fonce dessus avec tout ce qu'elle a et le jeune homme continue de parler. Si elle n'avait pas hésité, ça aurait été un combat à sens unique. Rudy continue de manier son arme avec habileté pendant qu'il esquive Yoshito. Il essaie toujours de finir son analyse, notant que son adversaire l'a sous-estimé, pensant qu'il ne se défendrait pas, d'où son hésitation. Même ainsi, il ne pense pas que ce soit de la générosité de sa part, expliquant que Rudy ne comprend toujours pas son style de combat, ce qui l'a fait figer par instinct. Avec des yeux bleus, il dit qu'il a profité de l'ouverture, admettant sa résurrection infinie, ce qui le rend supérieur d'une certaine manière. Alors il se prépare pour un autre coup. Rudy écoute tout en silence et continue de bloquer ses attaques, s'excusant de l'injustice. Yoshito dit que si ce n'est pas comme ça, il n'y a pas d'autre moyen de gagner. Les yeux de la femme le fixent avec colère. Une fois de plus, elle recule, esquivant un de ses coups. Pendant ce temps, elle se souvient d'un rapport sur la résurrection infinie. Maintenant, elle sait qu'il peut revenir d'entre les morts et affronter n'importe quel défi sans peur de mourir. Elle l'étudie de près, essayant de suivre ses actions. Le garçon dégage une lueur rougeâtre intense et fumante, et Rudy conclut, c'est une capacité terrifiante. Elle lui porte enfin un coup près du visage. Et concernant l'hésitation, elle dit que ça n'arrivera pas une deuxième fois. Le jeune homme admet que le coup a fait très mal. Leurs regards se croisent et ses yeux verts brillent aussi de fureur, sournois. Elle échappe à son épée une fois de plus. Yoshito ricane que comparé à la mort, son coup n'a même pas fait si mal. Rudy lève son épée, prête pour le duel. Avec un sourire, retirant son arme, elle dit qu'elle comprend son pouvoir et reconnaît qu'elle a perdu cette fois. Cependant, tout à coup, Yoshito se jette au sol. La chef ne comprend pas ce qui s'est passé. Avec beaucoup d'efforts, il commence à parler, épuisé et blessé. Il dit qu'il se fiche de qui a perdu ou gagné, il a besoin d'un médecin. Puis il s'évanouit juste là devant elle et les filles Yuri et Mana courent pour l'aider. De nulle part, il se lève comme si de rien n'était, disant qu'il a failli mourir. Rudy le fixe, disant qu'il n'est pas mort et il essaie d'expliquer que ce n'est pas le problème. Déçu, il renonce à expliquer et demande juste s'il peut partir. La chef dit non et lui dit qu'ils doivent encore avoir une discussion importante. Le jeune homme ne comprend pas et elle explique qu'elle a remarqué que son pouvoir est au-dessus de la moyenne et à cause de cela, elle aimerait lui faire une demande spéciale. Ses amis sont impressionnés et Mana a du mal à y croire car la récompense pour une demande venant d'elle est la plus grande qui soit. Rudy explique que la récompense peut être payée en espèces et le montant sera plus que satisfaisant pour lui, c'est garanti.
Le jeune homme hésite et même s'il est reconnaissant, il veut connaître les détails de la demande. La chef explique qu'il y a quelques heures, l'agence a détecté l'ouverture d'une nouvelle tour. La sécurité envoyée par la compagnie garde l'entrée, qui pour l'instant est fermée. Sa proposition est que le jeune homme soit le premier à y aller pour recueillir des informations précieuses. Le nom de la tour est Perséphone et une enquête préliminaire est en cours, mais c'est une demande qu'elle ne peut faire qu'à lui. La chef du département de gestion confie à Yoshito la mission d'enquêter sur la tour de Perséphone, une tâche que lui seul peut accomplir. Yoshito demande si normalement ce n'est pas quelqu'un du département qui enquêterait sur la nouvelle tour. Rito Fuyun répond qu'ils ont déjà envoyé les challengers du département, ce qui surprend le jeune homme. 2 groupes ont déjà été envoyés à la tour, et sur ces 10 personnes, aucune n'est revenue. Yuri demande si pas une seule personne n'est revenue, choqué. Mana dit que c'est impossible, que personne n'ait réussi à revenir. La chef dit qu'elle aussi croyait que c'était impossible. Cependant, tous les challengers assignés à l'enquête ont été retrouvés morts à l'entrée de la tour, tous montrant des signes d'avoir tenté de s'échapper mais manquant de force. Ça frappe fort Yoshito, et il demande si la zone d'entrée n'est pas censée être sûre. Fuyun dit oui, ça devrait être un espace protégé et les monstres ne devraient pas apparaître. En plus, les corps ne montrent pas de blessures causées par une bête, ce qui signifie qu'ils ne savent toujours pas ce qui les a tués, ou qui. La chef de l'agence dit que lorsqu'elle a reçu le rapport, elle a seulement demandé que les corps soient récupérés. Alors que la scène montre l'intérieur de la tour magique, la femme termine en disant qu'ils ne savent vraiment pas ce qui est arrivé aux challengers. Ils savent seulement que les groupes n'ont pas dépassé l'entrée. C'est la réalité de la tour de Perséphone. Yoshito conclut qu'il a eu la mission d'enquêter sur le lieu à cause de sa résurrection infinie. Fuyun demande au garçon de comprendre qu'elle ne l'utilise pas comme un jetable, mais elle ne peut pas laisser plus de gens du département mourir face aux protagonistes. La chef demande s'il accepte la mission. Yoshito la regarde droit dans les yeux. Il pousse un soupir résigné et accepte de faire l'enquête de la tour. Un nouveau jour amène le garçon à la tour magique de Perséphone. Yoshito observe la zone sûre au premier étage. Il prend une profonde inspiration, calme, il met ses mains sur son visage et se concentre. Le héros décide de commencer son travail pour découvrir ce qui est arrivé au challenger. Avant de faire quoi que ce soit, il se souvient de Yuri qui pleurait, inquiète pour lui, tandis que Mana tenait la fille. Le garçon tire son épée et commence sa tâche. Après tout, il compte sur lui pour le faire. Il regarde la lame quand un son étrange se fait entendre. Le bruit vient du bout du couloir. À travers le brouillard, une horde de squelettes armés apparaît, marchant vers Yoshito. Quelle ambiance! Il se déplace de plus en plus vite et commence à attaquer le garçon. Mais le protagoniste les abat tous d'un seul coup de son épée. La nouvelle épée est légère et facile à manier. Excité, il se prépare à tester l'arme encore plus. Mais alors il entend un autre bruit qui le fige sur place, glaçant le sang. Il lève les yeux, cherchant d'où vient le son. Soudain, un souffle de vent le force à se protéger avec ses bras. Il essaie de repousser le nuage de fumée avec quelques coups, mais une alerte rouge apparaît. Il l'observe attentivement. C'est alors que Yoshito découvre ce qui a vaincu les challengers, ceux qui sont entrés dans la tour avant lui. Sur l'écran rouge, il lit que la malédiction de Perséphone a été activée et il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Il pense à comment cette condition anormale a été déclenchée. Toujours au milieu du brouillard, Yoshito dit que l'agence a bien fait de l'envoyer en mission. Les challengers normaux paniqueraient s'ils voyaient ça. Si quelqu'un parvient à sortir de la tour magique, toute condition anormale est annulée. Ceux qui ont été frappés par la malédiction ont dû sprinter comme des fous vers la sortie. Même s'ils avaient atteint la zone sûre, la malédiction s'est déclenchée alors qu'ils étaient à un pas de sortir. Maintenant, ça a du sens qu'il n'y ait pas eu de blessures sur les corps, ils ont perdu la vie à cause d'une condition anormale. Le protagoniste regarde la fumée devant lui qui commence à se répandre partout, mais le gars n'a pas peur, il est prêt à tout. Après qu'il lui ait jeté la malédiction, la mission était accomplie. Selon lui, on ne devrait vraiment pas le sous-estimer autant. Maintenant, il ne lui reste que 18 secondes à vivre et la malédiction va finir par être inversée. Le jeune homme esquisse un sourire satisfait car grâce à ça, son corps est meilleur que jamais. Alors il décide de suivre ce brouillard. Ses yeux restent alertes, scrutant les environs tout en se demandant s'il devrait faire ça. De toute façon, la malédiction revient, et si ça continue, aucun challenger ne pourra conquérir la tour. Maintenant, ce brouillard devient encore plus épais. Il observe attentivement l'endroit où il se trouve. Ça doit être la source de toute cette malédiction. Du coin de l'œil, il remarque quelque chose. Une énergie aspire tout autour d'elle. Takamichi l'observe avec concentration et curiosité. Tout à coup, une créature d'ombre apparaît. Volant au-dessus de la zone, c'est le gardien de la porte de la source maudite. La créature a l'air plutôt énervée. Rapidement, le protagoniste se prépare à attaquer. Le gardien grogne et prépare son pouvoir. Le brouillard violet se répand sur tout son corps. Le garçon panique devant toute cette fumée, mais la créature continue. Maintenant, avec son pouvoir qui s'emballe. Terrifiant. Le monstre hurle quelque chose et Takamichi comprend. Ce gardien contrôle tout cet endroit. Même les malédictions empilées débordent de sa soif de prendre des vies. Soudain, des squelettes se précipitent vers le gars. Quelle surprise! On dirait que le gardien a appelé d'autres monstres pour la fête et ils encerclent tous le jeune garçon avec son épée. Il parvient à se défendre des attaques, mais une en particulier le frappe de plein fouet. Fatigué et blessé, il ressent de la douleur. Puis il tombe au sol. Il a perdu la vie une fois de plus. La créature grogne à nouveau comme si elle riait et se réveillant, le gars demande ce qui est si drôle. Son état a été restauré à nouveau. Ça doit être une honte pour les monstres.
La malédiction de cette tour n'est pas un gros problème, juste la meilleure potion de PV que le protagoniste puisse jamais désirer. Avec son épée et sa détermination, il parvient à découper le gardien en plusieurs morceaux, mais quelque chose semble différent. Tout à coup, la source de la malédiction avait disparu comme par magie. Ce qui a fait perdre la vie au Challenger était une condition anormale venant d'une malédiction. Reto Fuyun n'avait jamais imaginé que ça puisse exister et demande s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour la contenir. Confiant, le protagoniste dit oui et lui lance quelque chose. La chef prend la fiole et l'examine attentivement. Après que Takamichi ait éliminé le monstre de la source, l'eau a été purifiée et c'est là qu'il l'a obtenue. L'eau bénite de Perséphone supprime les malédictions et prévient de nouvelles attaques, donc même les challengers réguliers pourront avancer. Il a aussi jeté un œil au 3e étage et il a réalisé que chaque étage a sa propre source de malédiction. Pour avancer, il faut monter un étage à la fois, le purifier et obtenir l'eau bénite. La femme esquisse un sourire satisfait et le remercie pour le rapport. Quel héros! Maintenant, cette tour peut être rouverte. La mission est accomplie. Et elle félicite Takamichi pour le bon travail. Tout à coup, elle lui tend quelque chose et c'est beaucoup d'argent. Voyant le jeune homme choqué, elle demande si c'est suffisant et il acquiesce. Maintenant, il marche la tête baissée et il serre fort sa mallette en pensant à l'énorme somme d'argent qu'il a. Se sentant bizarre, il n'a aucune idée de ce sur quoi dépenser ça. Quelques jours passent. Le gars a remboursé sa dette en achetant Résurrection Infinie. Mais même alors, il lui restait encore une tonne d'argent. Alors il est allé directement dans un magasin de luxe. Maintenant, il porte des vêtements chers et super stylés. Il lève les yeux vers le ciel bleu avec un soupir. Il se sent différent. Mais la voix de Mana le sort de sa rêverie. Et ça, c'est un choc. Les filles parlent de la réouverture de la tour et envisagent d'inviter Yoshito à la défier. Il panique quand il réalise que ses voix sont celles de ses amis. Il se retourne, essayant de s'éloigner sans être reconnu. Les filles passent devant lui sans le remarquer. Et le jeune homme pousse un soupir de soulagement. Ouf! Mais Mana ressent quelque chose d'étrange et regarde en arrière. Cet homme de dos ressemble à quelqu'un. Elle s'approche pour mieux voir et elle panique quand elle réalise qui est cette personne. Elle appelle Yoshito. Et le garçon demande si elle devait vraiment faire cette tête dégoûtée. Il dit qu'il a gagné beaucoup d'argent récemment et ne savait pas quoi en faire. Yuri dit qu'il a l'air plutôt cool en fait. Mana change de sujet pour qu'ils arrêtent de parler de cette tenue ridicule et l'invite à défier la tour de Perséphone, quelle aventure. Mais le garçon demande pourquoi elle veut tant y aller puisque c'est un endroit vraiment dangereux. Elle dit que les pierres là-bas doivent se vendre très cher et tous les challengers expérimentés s'y dirigent. Yuri dit qu'en quelques jours, ils ont grimpé environ 10 étages, c'est fou. Mana dit que c'est totalement injuste que lui seul ait des tonnes d'argent, alors il devrait les aider à en avoir aussi. Éprise, la jeune Yuri dit qu'elle peut aller n'importe où tant que c'est avec Yoshito. Le gars commence à y penser, puisqu'ils n'ont qu'à apporter de l'eau bénite pour ne pas risquer leur vie, alors ils décident d'affronter Perséphone. Mais d'abord, Takamichi doit faire quelque chose. Il doit changer de vêtements au plus vite. Dans la tour, un homme est au sol, désespéré. Dans sa main, on voit une fiole presque vide. Ses coéquipiers sont aussi à terre. Mort, une créature encapuchonnée hante l'endroit. Son corps n'est qu'un squelette et ses yeux brillent de rage. C'est le 10e étage de la tour magique. Un squelette serre une épée prête à attaquer, mais l'épée du protagoniste bloque son coup. Il a une aura sombre et dangereuse, et il fixe la créature avec détermination. Quel regard! Alors le squelette réalise que c'est la fin. Takamichi est niveau 16 et regarde avec dédain. Ses amis l'applaudissent car il est bien plus fort maintenant. Il dit qu'après avoir éliminé tant de créatures, c'est normal que son niveau soit plus élevé. Ça ne change pas ses stats, mais si son niveau était bas, les gens le remettraient en question. Alors c'est mieux de le monter un peu plus. L'effet de l'eau bénite va bientôt s'estomper, mais apparemment il n'y a pas de risque. Quand même, c'est mieux de la boire juste au cas où. Le garçon se tourne vers les filles. Il se demande s'il doit la boire ou non, car il a peur d'être maudit à nouveau. Il jette un coup d'œil en arrière et réalise qu'il doit rapidement parler aux autres de son inversion. Il commence à dire quelque chose, mais il est interrompu par une énorme créature qui fait irruption. Il crie à Yuri et Mana de sortir de là, mais le monstre est rapide et parvient à attaquer Yuri l'entraînant. En désespoir, son ami crie son nom et la fiole d'eau bénite tombe au sol. Le squelette s'éloigne avec la fille. Maintenant, elle est sous sa possession et son contrôle. La créature la blesse même avec sa force. Puis, pour empirer les choses, le brouillard commence à envahir l'endroit. Curieuse, Yuri observe attentivement la nouvelle alerte. Quel drame! La fille a été maudite avec seulement 120 secondes à vivre. C'est le pouvoir de ce monstre et elle ne pourra plus boire l'eau bénite. Furieuse, son amie charge vers lui. Déterminée à la sauver avec son arme, elle est prête à attaquer. Mais la créature parvient à arrêter son élan. La fille regarde, ne comprenant pas ce qui se passe. Elle est projetée en arrière par la force de ce pouvoir. Yuri, désespéré, appelle son ami. Takamichi dit à sa coéquipière de reculer immédiatement. Maintenant, c'est lui qui va s'en occuper. Son épée s'abat droit sur les créatures. Il est déterminé à en finir. Son expression est féroce, presque démoniaque. Mais la créature bouillonne aussi d'irritation. Le combat entre eux devient encore plus intense et le protagoniste ne comprend pas pourquoi, c'est étrange. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi un seul coup. On dirait que cette créature est bien plus puissante qu'il ne le pensait. Elle recommence à se diriger vers eux et le guerrier continue de se demander pourquoi. Le monstre semble seulement se défendre. Ruto, attaquant Meina, dit qu'ils doivent être rapides car il reste moins de 90 secondes avant que Yuri ne perde la vie. Pendant ce temps, la jeune fille crie à l'aide. La créature aux yeux rouges est juste à côté d'elle. Flippant, elle lâche même un rire et semble encore plus forte et imposante. C'est le purificateur d'âme. En tout à coup, Takamichi comprend tout. Cette chose attend que l'effet de l'eau bénite se dissipe pour attaquer.
Il compte sur la peur du challenger, mais de toute façon, le purificateur ne devrait pas le sous-estimer. Et alors, avec toute sa fureur, il charge ce monstre. Le garçon est furieux d'être sous-estimé, il se jette sur la créature. Maintenant, les deux sont face à face. Le monstre devient même alerte, curieux. Le gars, lui, garde sa position stable et défiante. Il bondit vers la bête. Mais le monstre recule fuyant le combat, alors Mana et Yoshito décident de le poursuivre. Ils se mettent tous deux à courir à toute vitesse. Soudain, quelque chose attire leur attention. La créature est à l'arrière avec Yuri, et devant eux d'innombrables morts vivants. Le purificateur ordonne à ses serviteurs d'attaquer. Le protagoniste réalise qu'ils ont été attirés ici et demande à Mana si elle a peur, mais elle esquisse un petit sourire narquois, comme si elle pouvait être effrayée si facilement. Elle utilise une arme pour frapper et ses coups sont si précis qu'ils déchirent les corps des créatures. Et le meilleur, c'est qu'elle ne fait que s'échauffer tout en souriant. Le guerrier lui demande si elle peut tenir le coup. D'un air déterminé, elle répond oui et tous deux foncent sur la bête. Et juste pour pimenter un peu les choses, les squelettes utilisent des lances qu'ils lancent sur les deux jeunes combattants. Mana s'inquiète pas mal, alors elle et son ami font de leur mieux pour esquiver les attaques. Takamichi lui demande si elle va bien et elle répond que oui. Il reste maintenant moins de 60 secondes avant que la malédiction de Yuri ne s'active. Le protagoniste décide d'utiliser toute sa puissance. Il doit dégager un chemin rapidement. Plusieurs créatures sont détruites, il les regarde avec détermination. Soudain, il remarque un objet tombé, la rancœur des morts. Avec un sourire, le protagoniste dit que c'est une blague monumentale qu'un truc aussi inutile existe. Personne de censé n'équiperait ça. Mais comme Takamichi n'a pas beaucoup de jugeote, il décide de l'équiper comme une bague. L'objet brille à son doigt, mais l'effet de la bague sera converti et il recevra une guérison complète toutes les 5 secondes. Désormais, il n'a plus à s'inquiéter de se défendre contre les attaques. Les squelettes continuent d'être détruits et le protagoniste parvient à atteindre le boss prêt à anéantir son espèce. Ses yeux et son épée brillent d'excitation. Il va lui montrer l'attaque spéciale de Phasénémos. C'est une fureur en 7 coups et à chaque coup, sa puissance augmente. Si l'un des coups est interrompu, la compétence échoue. C'est donc vraiment difficile de trouver des occasions de l'utiliser. Le purificateur commence à paniquer face à la situation. Et tout d'un coup, Takamichi-san ressent une douleur immense. Effrayé, Yuri l'appelle par son nom. Le garçon la regarde attentivement. Son corps commence à durcir et ses vêtements se déchirent. Il balance son épée de toutes ses forces sur le monstre. Maintenant, il aura une guérison complète, toujours après 5 secondes. À ce moment-là, la créature réalise qu'elle n'a aucune chance. Ils commencent tous deux à se battre intensément. Rapidement, le garçon fonce droit sur elle. La créature ne se laisse pas distancer non plus, même si elle ne fait que se défendre. Soudain, c'est de nouveau la fin de Takamichi. Il va encore subir l'inversion grâce à la bague qu'il porte. La bataille s'intensifie et le monstre réalise que ce sera sa fin. Pour son attaque finale, le guerrier décide d'utiliser son coup le plus puissant. Avec une expression sombre, il se prépare à jouer sa dernière carte. Et une énorme puissante explosion inonde tout l'endroit. Une gigantesque déflagration de lumière se produit, faisant hurler le monstre alors qu'il se brise. Shiromachi commence à tomber, complètement inconsciente. On voit son corps sur le point de toucher le sol, mais heureusement pour la jeune fille, le protag apparaît et la rattrape dans ses bras, et la jeune femme se réveille en sursaut. Souriant, Yoshito est soulagé de la voir indemne, tandis que la dure à cuire le remercie de l'avoir sauvée. Mana arrive et dit que c'est sympa qu'ils s'entendent bien, mais qu'ils doivent se souvenir de la malédiction. La jeune fille tend une fiole de potion à son amie, disant que si elle l'utilise, elle ira bien. Surprise, la blonde commente que la créature a attendu que l'effet de l'eau bénite se dissipe. Soudain, des écrans rouges commencent à apparaître, attirant l'attention de notre garçon. Il a peur mais se souvient que c'est l'effet de la bague et se demande combien de temps l'objet va durer. On découvre que la bague, une fois équipée, donne un effet de mort toutes les 5 secondes. Prenant Yoshito au dépourvu, la pierre rouge se fissure. Libérant une brume violette dans ses pensées, le gars prie pour que ça n'explose pas dans sa main. Et décidant de ne pas tenter le diable, il commence à essayer de retirer la bague de son doigt, mais elle ne veut pas partir. Une forte lumière commence à rayonner de la pierre rouge, faisant transpirer notre garçon à grosses gouttes. Mais alors, de nulle part, un message apparaît disant que le rang de compétence des corps a atteint son maximum et que l'anneau des corps sera transformé en un anneau putride. La blonde demande ce qui s'est passé. Ne sachant pas non plus, le protag dit que quelque chose d'étrange est arrivé avec l'objet qu'il a ramassé. Mais comme ça ne semble pas avoir d'effet, il va retirer la bague de son doigt. Se tournant vers les filles, Yoshito demande quelle est la prochaine étape. En y réfléchissant, Mana dit que Yuri a eu une sacrée frousse, alors il vaudrait mieux juste ramasser les pierres magiques et rentrer. Se sentant coupable, la fille aux cheveux noirs s'excuse mais son ami lui dit de se détendre. Déterminée, Shiromachi dit qu'elle fera de son mieux pour au moins collecter les pierres magiques. Et quelques minutes plus tard, on voit qu'elle tient vraiment sa promesse. Mais après quelques heures, le duo est déjà épuisé tandis qu'elle ne s'arrête pas de travailler. On découvre que la conquête de Perséphone s'est poursuivie sans problème majeur. Et grâce au grand nombre de challengers, les étages supérieurs ont été dégagés. Ainsi, en une semaine, il a été rapporté que la salle du boss avait été trouvée au 30e étage. Nous sommes transportés au département de gestion des challengers de Tokyo, où le protagoniste est seul, buvant un café. Soudain, une conversation attire son attention. Un gars demande à l'autre s'il a entendu parler de la salle du boss. Elle est scellée, ne laissant aucun challenger entrer. Quelqu'un d'autre apparaît et s'excuse auprès de Yoshito pour l'attente. Ce sont les deux alliés du gars, excités. Akia demande si aujourd'hui ils vont aller voir la salle du boss. Le protagoniste demande alors si elle sait déjà comment entrer.
Souriante, la jeune fille dit que quelqu'un qu'elle connaît a trouvé un indice au dernier étage, laissant notre garçon bouche bée. Parlant doucement, la blonde challenger dit que l'indice est une courte phrase qui dit « Comme preuve de nombreuses morts, la preuve de la décomposition s'élève ». Intrigué, le gars demande ce que diable ça veut dire. Encore plus confus, la fille aux yeux roses dit qu'elle n'en a aucune idée. Essayant d'apporter un peu d'espoir, Yuri dit qu'elle a aussi eu des informations, puis révèle qu'apparemment, beaucoup de gens qui étaient dans la tour ont reçu une bague avec un effet de mort. Mana demande si Takamichi a toujours sa pomme. Alors que le protagoniste ouvre son inventaire, la Challenger brune dit qu'elle pense qu'on ne peut laisser tomber qu'une seule bague par personne. C'est pourquoi certains pensent que l'objet pourrait être la clé. Notre garçon pense que même après avoir tué un tas de menus frettins, il n'a pas pu obtenir une autre bague, puis se souvient de la phrase mentionnée par son allié. La fille aux cheveux noirs dit alors qu'apparemment, même après avoir équipé la bague, la salle du boss ne s'ouvre pas. Ayant tout mis bout à bout, Yoshito commence à marcher, disant sans se retourner qu'ils doivent aller à Perséphone, puisque probablement seule sa bague pourra ouvrir la salle du boss car c'est une clé magique. Après quelques minutes, le trio atteint rapidement le 30e étage de la tour. Dans sa tête, notre garçon se demande ce qu'il fera s'il se trompe, car la dernière chose qu'il veut, c'est avoir l'air idiot devant les filles. Curieuse, Yuri décide de demander directement pourquoi le protagoniste pense que la bague ouvrira la porte. Expliquant, le gars dit qu'après que l'effet de mort de la bague ait atteint sa limite, l'objet s'est transformé en un autre objet, en criant. La Challenger brune demande ce qu'il veut dire. Il a activé l'effet de mort de l'accessoire, puis se souvenant que le gars a la compétence de résurrection infinie, même s'il n'a utilisé que l'inversion. Yoshito dit que le plus important est que la bague n'a plus aucun effet après sa transformation. Ce qui est plutôt suspect, car il n'y a aucune raison évidente pour que cela se soit produit, et c'est là que l'indice intervient, parce que pour lui la phrase signifie qu'il fallait déclencher l'effet de mort un tas de fois, jusqu'à ce que la bague devienne pourrie. Les deux filles sont excitées par l'explication. Modeste, le protagoniste dit qu'il a découvert tout ça par accident, pensant tout en étant gêné qu'il a trop parlé. Mais maintenant tout ce qu'il peut faire est de compter sur la bague dans sa main et prier de ne pas devenir la risée. Avant que notre garçon n'essaie d'ouvrir la porte avec la bague, Mana tente de l'ouvrir par la force. Après quelques minutes d'essai, elle dit que c'est vraiment impossible. Alors maintenant, c'est au tour de Takamichi de faire sa part. S'approchant de la porte, le protagoniste essaie d'avoir foi en sa propre prédiction et, tendant la main avec la bague, ordonne à la porte de s'ouvrir. Mais rien ne se passe et un silence gênant emplit l'espace. Voulant mourir, le gars pense qu'il s'est vraiment trompé, tandis que ses alliés disent que le processus prend peut-être un peu de temps. Soudain, la pierre bleue de la bague commence à briller, tout comme la porte de la salle du boss. Comme par magie, le passage s'ouvre, laissant le protagoniste plus que soulagé. Dans sa tête, il réalise qu'il était tellement concentré sur l'ouverture de la porte qu'il a fini par oublier ça. Maintenant, il va devoir affronter le boss. Un boss qui est au 30e étage, ce qui signifie qu'il doit être plus fort que ce qu'ils ont battu dans la tour d'Hermès. Inquiet, Yoshito se retourne et dit qu'ils doivent se regrouper, mais montrant que ce ne sera pas si simple. Le monstre tend la main puis attrape notre garçon et il est juste traîné dans la pièce, laissant les filles paniquer. À l'intérieur, le gars est projeté en l'air mais parvient à atterrir au sol sans se briser complètement tandis qu'il crie et transpire à grosses gouttes, hurlant à ses alliés de ne pas entrer. Soudain, la porte se ferme et un cercle de lumière rouge apparaît. Se relevant, Takemichi comprend qu'une fois entré, on ne peut plus en sortir. On voit que devant lui, une grande spirale de lumière bleue libère un épais brouillard, jusqu'à ce qu'un pied monstrueux commence à sortir du portail, et après quelques instants, le boss se tient devant le trio, qui le fixe, stable, prêt à combattre le monstre. Avec un visage de cadavre et un œil rouge, il frappe son bâton au sol, provoquant une énorme explosion de lumière. Et après avoir plongé son regard dans l'âme des challengers, il pousse un rugissement terrifiant soulevant une bourrasque. L'épée à la main, Yoshito dit qu'apparemment, il n'a pas d'autre choix que d'assumer la responsabilité d'avoir ouvert la porte. Le prêtre osseux aîné continue de fixer le trio, puis dit quelque chose dans une autre langue. Soudain, la créature fait en sorte que des flammes bleues entourent les challengers. Pour aggraver les choses, des squelettes commencent à sortir des flammes, se rassemblant comme une armée prête à aider leur maître. Notre garçon pense que, comme ça, ils seront désavantagés s'il ne met pas fin à tout ça rapidement, sans hésiter. Yoshito charge l'aîné déterminé à ignorer les soldats, puisque ce qui compte c'est de tuer le principal. Notre garçon parvient à porter un coup, mais à sa surprise, son épée ne frappe que le bouclier du monstre, ce qui provoque ensuite une explosion qui le projette au loin. Nerveux, le protag comprend que son adversaire a une défense parfaite. Soudain, un des squelettes apparaît derrière lui, prêt à attaquer. Et parce qu'il est concentré sur l'ennemi devant, il finit par prendre un coup, ce qui lui fait cracher du jus de fraise, sur le point de subir une double attaque. Notre garçon se demande comment c'est même possible. Un message apparaît, l'avertissant qu'il est mort et qu'en guise de pénalité, un malus de défense de moins 40 sera appliqué. Mais grâce à la compétence d'inversion, la pénalité est transformée en un bonus de plus 40 de retour d'entre les morts. Takemichi frappe le squelette qui parvient à bloquer en utilisant toute sa force pour résister. Le protag dit que même s'ils ne sont qu'un tas d'eau, le poids de leurs attaques et la vitesse de la créature sont à un niveau totalement différent de ceux des étages inférieurs. On voit que le protag est sur le point de se faire battre à nouveau, car il combat plusieurs squelettes, pas un seul, montrant qu'ils sont intelligents aussi. Les monstres attrapent les bras du gars, le clouant complètement au sol juste après que le prêtre osseux décide de s'approcher, faisant réaliser à Yoshito qu'il est sérieusement mal barré.
Soudain, quelque chose attire l'attention du boss et il se tourne pour regarder. Pensant, notre garçon se demande ce qui se passe et découvre rapidement que ce sont Yuri et Mana. Avec son arme, la Challenger aux cheveux foncés déchaîne son pouvoir, qui se dirige droit vers l'armée de squelettes, provoquant un énorme jet d'eau. Heureuse, la jeune fille crie qu'ils ont réussi, mais rapidement son expression change car les squelettes sont toujours debout, trempés mais debout. Sakia essaie d'empêcher le tas d'os de s'approcher. Entouré, les filles se demandent quoi faire. Hurlant, le protag ordonne aux squelettes qui le retiennent de s'écarter, montrant qu'il est extrêmement inquiet pour ses alliés. Malheureusement pour lui, l'aîné n'est pas vraiment d'humeur à le laisser s'échapper, et frappant son bâton au sol, il laisse Takamichi sans un de ses bras. Dans une douleur atroce, le protag commence à crier, tout en fixant le boss, qui semble s'amuser. Les squelettes continuent de retenir le gars pour que leur maître puisse continuer ce qu'il faisait. Notre garçon crie encore, et maintenant, sans un bras et sans une jambe, supplie la créature d'arrêter. Mais malheureusement, ces supplications ne sont pas entendues. Tout ce que nous voyons, c'est du jus de fraise volé partout jusqu'à ce que les cris cessent. Jeté au sol dans une flaque de ses propres fluides, le protag, toujours vivant, regarde l'aîné. Puis dit qu'il vient de subir un traumatisme de bâton. Yoshito meurt pour la deuxième fois, laissant le boss aux anges. Après un certain temps, le gars ouvre les yeux et se souvenant de ce qu'il a vu en dernier, commence à transpirer de pure terreur. Pour aggraver les choses, son esprit commence à rejouer les moments où il a été attaqué. Et même si ses bras sont de nouveau à leur place, notre garçon ne peut s'arrêter de trembler, tandis qu'il cache son visage avec ses deux mains, puis pousse un cri terrifiant jusqu'à ce qu'il manque de souffle et tombe en avant. Fixant l'écran, le jeune homme pense que s'il ne retourne pas, personne ne pourra sauver Yuri et Mana, alors il doit se dépêcher de ressusciter pour vaincre le prêtre osseux. Toujours paniqué, le personnage principal dit qu'il n'a pas le temps de s'effondrer et qu'il sait exactement ce qu'il doit faire. Le problème, c'est qu'il ne peut pas arrêter de trembler sur le point de retourner au combat. Takemichi se dit que quoi qu'il arrive, il vaut mieux changer son point de réapparition. Le processus terminé, il revient derrière le boss. Quand le garçon apparaît, les deux filles sont surprises. Notre garçon décide d'attirer l'attention de la créature, mais quand il se souvient de ses yeux rouges, sa main recommence à trembler sans arrêt, se tenant face à l'armée de squelettes. Le personnage principal met une main sur son visage et dit que c'est tellement pathétique qu'il ne peut même pas bouger. Mais quand il voit que le pire est sur le point d'arriver à ses alliés, une fureur s'empare de son corps tandis que le boss le fixe. Soudain, une explosion retentit juste dans le cercle rouge qui scellait la porte. Prenant notre garçon complètement au dépourvu, en se retournant, il voit un homme avec une énorme épée sortir du trou. Se dirigeant vers le prêtre, l'étranger dit qu'il a entendu que personne ne pouvait ouvrir la porte, alors il a utilisé la force. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait déjà des gens à l'intérieur. Une fois la poussière retombée, l'homme observe la situation autour de lui, jusqu'à ce qu'il voit le personnage principal pleurer de terreur, se grattant le cou. Il dit qu'apparemment le trio ne passe pas sa meilleure journée. Soudain, deux squelettes se précipitent vers Takamichi, qui est sauvé par l'épée du gars qui vient d'arriver. Finissant les créatures, il dit qu'il va donner un coup de main au garçon, alors il devrait juste se détendre, puisqu'il se tient devant le roi des dominateurs, Kogura Okiyomi, celui qui ne laissera personne mourir ici. Ces mots résonnent dans l'esprit de notre garçon. On découvre que roi dominateur est un titre donné à ceux qui ont conquis des tours magiques de plus de 100 étages. C'est pourquoi il y a très peu de challengers de ce niveau au Japon. Faisant tournoyer son épée, l'homme dit qu'il devrait laisser les discussions pour plus tard. Puisqu'il est temps de dominer cet endroit avec des flammes, le feu éclate partout. Accompagné d'une énorme tornade qui entoure le duo, les squelettes commencent à crier en sentant le feu prendre sur leurs os. Bouche bée, Yoshito dit que c'est incroyable. Une autre explosion se produit, mettant le prêtre en mauvaise posture. Utilisant son pouvoir, la créature bondit en l'air, mais Kogura l'empêche de s'échapper pour se protéger. Le boss active son bouclier, tandis que le dominateur porte un coup mortel provoquant un choc de pouvoir. On découvre rapidement que le prêtre a eu le pire, avant qu'une autre explosion de flammes ne se produise. Notre garçon lève les bras à son visage pour se protéger des rafales, tandis que l'homme observe la situation avec un calme olympien. Soudain, la créature apparaît derrière lui, prête à attaquer, mais elle est projetée en arrière d'un seul coup de poing. Le boss jeté au sol, le dominateur se tourne vers le personnage principal et dit que le coup de grâce lui revient. Confus, Takamichi le fixe simplement. Kogura dit alors qu'il ne sait pas ce que le garçon a traversé là-dedans, mais il a l'air affreux. Alors il devrait saisir l'occasion et régler les choses une bonne fois pour toutes, pour ne pas emporter ce sentiment avec lui en partant. Toujours en sueur froide, notre garçon serre fermement son épée, puis le remercie. Les yeux du boss s'écarquillent et il décide d'attaquer une dernière fois pour ne pas mourir. Mais le personnage principal est plus rapide et balançant sa lame, dit que grâce à lui, il a de nouveau envie de se battre. Le dominateur observe la scène avec un regard fier, puis demande si cela a suffi à chasser la peur. Se retournant, notre garçon répond oui. Posant une main sur l'épaule du garçon, Okiyomi dit qu'il peut enfin féliciter le dominateur de la tour de Perséphone. Nerveux, Yoshito demande à l'homme d'attendre. Après tout, il n'a fait que finir le boss, donc celui qui devrait recevoir le crédit n'est pas lui. Gentiment, le dominateur dit que la méthode n'a pas d'importance, car la récompense revient à celui qui a vaincu le boss.
Le personnage principal dit que dans ce cas, il lui remettra tout, mais l'homme dit qu'il n'acceptera pas. Puis il dit que le garçon devrait utiliser la récompense pour devenir plus fort. Souriant, Kogura regarde notre garçon heureux avec ses alliés. Il dit ensuite qu'il a beaucoup trop d'argent, et comme il a aussi votre fidèle écuyer qui est votre arme, il n'y a aucune raison de prendre la récompense du plus jeune. Le trio regarde l'homme, surpris, et il dit que si le gamin veut le remercier, il devrait montrer l'arme unique qu'il vient d'obtenir, parce qu'il meurt d'envie de voir ce que c'est. Même un peu nerveux, le protagoniste accepte, tout en se plaignant du fait que l'arme unique soit un bâton. Après avoir cliqué sur l'objet, il apparaît brillant, devant tout le monde choqué. Les yeux de Yoshito s'écarquillent quand il réalise qu'il a maintenant l'Arcanum Aqua Happy. Le dominateur dit que c'est un bâton magique et demande si le gamin est bon en magie. Tenant l'arme, notre garçon dit que non en fait, alors le bâton devrait rester avec Yuri qui est vraiment doué avec les sorts. Surprise, la jeune fille ne peut rien dire. Le protagoniste demande ce qui ne va pas. Expliquant, la challenger dit qu'elle ne mérite pas de garder l'objet. Laissant notre garçon vraiment confus, Shiromachi dit alors qu'elle a parlé avec Yuri de la façon dont elles n'ont pu aider en rien, pas seulement cette fois-ci, mais aussi dans le combat contre le boss précédent, ce qui les a rendus rien d'autre qu'un fardeau pour le gamin. Alors toutes les deux pensent que former l'équipe n'était pas une très bonne décision. En désaccord, Takamichi dit que cette fois-là ne comptait pas car sans Kogura, il n'aurait pas pu les protéger. Entendre cela fait sourire Sakiya. Puis la jeune fille demande s'il n'a toujours pas réalisé qu'elles sont devenues des choses à protéger. En sueur froide, le protagoniste jure que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais il semble que le mal soit déjà fait, car la jeune femme blonde affirme que c'est précisément la raison pour laquelle ils vont tous les deux devenir plus forts. Perplexe, notre jeune héros demande ce que cela est censé signifier exactement. Yuri déclare alors qu'ils vont s'attaquer seuls à des tours comme celle-ci. Mana ajoute qu'une fois plus fort, ils reviendront sans faute dans l'équipe. Déterminé, le challenger aux cheveux sombres insiste pour que le jeune homme garde le bâton, c'est essentiel. Mais il lui lance l'objet, expliquant que s'ils veulent vraiment nettoyer des tours, c'est une raison de plus pour qu'elle garde cette arme. Après tout, quiconque souhaite devenir plus fort devrait utiliser absolument tout ce qu'il a sous la main, sans hésiter. Bien qu'elle veuille refuser, Shiromachi renonce à discuter. Soudain, un message apparaît, annonçant que le boss de la tour de Perséphone a été vaincu et que la tour disparaîtra dans 10 secondes, avant qu'ils ne soient tous téléportés. Le protagoniste dit qu'il retrouvera le duo plus tard, ailleurs. Kagura trouve que c'était un adieu plutôt mature. S'asseyant, Yoshito confie que ce n'est pas vraiment le cas, car il est en réalité très triste de la situation, vraiment. L'homme s'approche et appelle le jeune homme par son nom, ce qui le prend au dépourvu. S'expliquant, le challenger dit qu'il a entendu les filles l'appeler ainsi, puis il demande pourquoi le jeune homme ne viendrait pas avec lui puisqu'il a du temps libre maintenant. Se retournant, le protagoniste demande si l'homme a besoin de lui pour quelque chose, une tâche particulière. En s'étirant, il explique qu'en fait, il a été convoqué par le chef du département de Tokyo, mais normalement, il reste dans la région centrale, ce qui signifie que s'ils l'ont appelé ici, la mission s'annonce plutôt compliquée, voire épineuse. Alors, il est passé par Perséphone pour tuer le temps avant la réunion, mais il a fini par tomber sur le jeune homme là-bas par pur hasard. En marchant, Takamichi demande pourquoi l'homme s'intéresse tant à quelqu'un comme lui. Il n'a même pas vu sa capacité de résurrection infinie, donc il n'y a aucune raison valable pour un tel intérêt. Se tournant, Okyomi répond qu'il a entendu Fuyune dire que le jeune homme était un dominateur prometteur de la nouvelle génération, un vrai talent. Cette information prend le protagoniste au dépourvu. Choqué, il demande si le chef a vraiment dit ça. Confirmant, l'homme ajoute qu'il a été surpris de le voir dans la salle du boss, car il pensait qu'il n'était qu'une personne ordinaire, un simple kidam. Embarrassé, notre jeune homme dit qu'il est un gars ordinaire, puisqu'il n'a rien pu faire contre le prêtre. Le poussant gentiment, le dominateur lui dit que dans ce cas, il devra juste faire plus d'efforts la prochaine fois. Puis il ajoute que même après tout ça, il reste encore beaucoup de temps avant la réunion. Alors, lui et Yoshito devraient aller faire du shopping pour se détendre, et ce sera payé par lui, bien sûr. Car avant toute chose, le jeune homme doit apprendre à dépenser intelligemment, c'est une leçon de vie essentielle. Notre jeune homme s'exclame qu'il va apprendre la littératie financière de l'un des rares rois dominateurs du Japon, ce qui le rend super excité. Quelques heures de shopping plus tard, Takamichi et Kagura apparaissent avec leur nouveau look. Devant la chef de département, sans montrer beaucoup de réaction, la femme demande qui ils sont d'un air impassible. Furieux, le protagoniste lui dit de ne pas demander ce qu'elle sait déjà. Confuse, la jeune femme trouve qu'ils sont habillés d'une drôle de manière, puis, regardant notre jeune homme, le dominateur, il déclare que même en étant quelqu'un avec beaucoup d'argent et de succès, rien de tout cela n'a d'importance si ça ne s'accompagne pas d'un bon sens de la mode, c'est une évidence. Alors la jeune femme rétorque que même si c'est vrai, ses vêtements restent ridicules. Hurlant, Yoshito lui dit qu'elle ne semble pas s'intéresser à la mode, et qu'elle ne porte probablement que des vêtements amples et informes quand elle est seule chez elle, c'est sûr. Après être restée silencieuse quelques secondes, la femme se lève, puis elle montre une photo d'elle où la légende indique que la tendance mode adoptée par la chef de département est désormais parmi les 7 plus populaires. À genoux, notre jeune homme implore son pardon, tandis que l'homme rit de bon cœur, amusé. À l'endroit au but, Kagura demande à Fuyune pourquoi elle l'a appelé. Alors la jeune femme répond qu'il n'y a qu'une seule raison à cela. Le département des challengers de Tokyo est sur le point de mener une opération de grande envergure. Intrigué, le protagoniste écoute attentivement. Le protagoniste demande quel genre d'opération. La chef de département explique que l'opération sera menée sur le plus grand terrain magique de Kanto, avec pour objectif de prendre la tour de Zeus. L'homme dit alors qu'il s'y attendait déjà, car dernièrement, le nombre de morts lors des conquêtes des étages supérieurs ne cesse d'augmenter, et le département ne peut plus ignorer cette situation alarmante. La femme précise que les récompenses restantes des étages supérieurs de Zeus seront distribuées à tous ceux qui participeront à l'opération, des unités de première ligne aux unités de
soutien. Et en plus de cela, les volontaires seront assignés en fonction de leur capacité, c'est la règle. Étant donné que le niveau de danger de la tour magique ne peut être comparé aux tours normales, et même avec le département à sa tête, un nombre élevé de morts est toujours à prévoir. C'est pourquoi elle veut le dominateur en première ligne afin de réduire les pertes et les victimes. Après tout, c'est lui qui a conquis la grande tour magique d'Héphaïstos dans la région centrale. Baissant la tête, Kogura dit que si sa présence peut sauver des vies, il prêtera toute sa puissance sans hésiter. Réfléchissant, Yoshito conclut qu'il n'est là que pour faire de la figuration, un simple figurant. Tout à coup, le dominateur annonce qu'il a une condition, car il aimerait emmener le jeune homme avec lui en première ligne également. Fuyune répond que c'est d'accord, laissant le protagoniste complètement terrifié. Souriant, l'homme lui dit qu'il compte sur lui, absolument. Pendant que notre jeune homme hurle: qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes transportés à la tour magique de Proté. Étirant son bras, Okyomi demande au protagoniste s'il est prêt à monter de niveau. Quelques instants avant cela, nous apprenons que la chef de département avait dit que le plan pour conquérir Zeus était toujours en cours, donc le duo devrait passer le temps à faire ce qu'il voulait, à leur guise. Sans hésiter, le dominateur demande s'il y a une tour magique dans la zone qui serait bonne pour monter de niveau. Car avant d'emmener Takamichi en première ligne, il veut l'entraîner autant qu'il le peut, c'est primordial. Notre jeune homme demande s'il a le choix, mais l'homme répond simplement non. Confus, il demande pourquoi le dominateur veut l'emmener avec lui. Alors Kagura répond qu'il veut juste que le jeune homme devienne plus fort, c'est tout. Après tout, il n'y a personne de plus approprié que lui pour cette tâche. L'explication n'aide absolument pas le protagoniste, pas du tout. Alors Fune dit que si c'est pour monter de niveau, elle recommande la tour magique de Proté. Car même sans aucune caractéristique spéciale, elle possède des monstres de haut niveau. Et en plus une grande mine de pierre magique, ce qui en fait un endroit plutôt populaire parmi les aventuriers, très prisé. Le dominateur dit que dans ce cas, c'est là qu'ils vont, puis il se retourne pour partir, tout en ajoutant que lui et le jeune homme devraient en profiter pour tuer le boss aussi, tant qu'à faire. À l'intérieur de la tour, nous voyons le duo observer un soldat en armure, juste à côté de Yoshito. Okyomi dit qu'il veut voir jusqu'où le jeune homme peut aller seul, par ses propres moyens. Prenant une profonde inspiration avant de répondre, notre jeune homme se prépare à attaquer et se précipitant, dit qu'il va essayer. Le soldat frappe rapidement, effleurant la joue du challenger de justesse. Notre jeune homme esquive pour contre-attaquer, faisant reculer l'ennemi avant qu'il ne s'écrase lourdement au sol. Mais se rétablissant immédiatement, la créature lève à nouveau son épée, regardant en souriant. Takamichi dit que ce coup était bien trop large, vraiment. Le soldat finit par tomber à genoux, ce qui soulage le jeune homme. Mais soudain Kugura crie, avertissant que ce n'est pas encore fini, loin de là. Quand le protagoniste se retourne pour regarder derrière lui, il réalise que son adversaire a lancé l'épée et qu'elle arrive droit sur lui à toute vitesse. Dans ses pensées, le dominateur révèle qu'il aimerait aider, mais avant qu'il ne combat de côte à côte, il doit voir de ses propres yeux de quoi le jeune homme est capable, c'est crucial. Voyant que le coup était fatal, l'homme s'excuse auprès de lui-même, intérieurement. Notre jeune homme est projeté en arrière et tombe, l'épée toujours logée dans son corps. Avec des yeux ne montrant aucun signe de vie, le soldat s'approche pour ramasser son arme. Mais le personnage principal revient à la vie et coupe le bras de l'adversaire, le prévenant que cette dernière attaque lui a vraiment fait mal, très mal. Alors maintenant, il va y mettre fin une bonne fois pour toutes. Observant tout cela depuis la touche, Okyomi dit que, comme il le pensait, le jeune homme est immortel et le seul qui puisse le suivre dans cette mission. Après avoir maîtrisé son adversaire, le personnage principal déclare que maintenant qu'il a perdu son arme, il ne peut plus le battre, c'est terminé. Mais à sa grande surprise, le soldat fait apparaître une autre épée comme par magie et porte un nouveau coup fatal. Revenant à la vie une fois de plus, Yoshito dit que c'est déjà la deuxième fois que la créature touche son cœur et, sautant de nouveau dans le combat sans aucune peur, il déclare qu'il ne va pas laisser passer ça. Les deux s'affrontent à l'épée jusqu'à ce que le personnage principal doive reculer pour ne pas être touché, c'est intense. En plein air, il parvient à bloquer chaque coup du monstre en armure. Mais dans sa tête, il est frustré de ne pas pouvoir porter un seul coup décisif. Soudain, un éclair apparaît au loin et il projette le jeune homme en arrière avec toute sa force, violemment. Parce qu'il est rapide, Takamichi parvient à atterrir au sol sans trop de difficultés. Mais quand il regarde devant lui, il réalise que d'autres ennemis sont apparus. C'est la catastrophe, tout à coup des épées volent vers la tête du jeune homme, mais heureusement elles finissent par frapper le sol de justesse. Les créatures commencent à se rapprocher en souriant. Notre jeune homme dit que ça doit être une blague, une mauvaise blague, faisant référence au fait que 4 soldats l'ont encerclé avec son épée, c'est absurde. Il commence à bloquer les coups de l'adversaire, mais l'un d'eux pousse plus fort, le frôlant presque. Alors pour se défendre, Yoshito attaque, forçant les ennemis à reculer. Après cela, il essaie de faire 1000 choses à la fois pour ne pas mourir à nouveau. Pensant, le personnage principal conclut que la situation est mauvaise, très mauvaise, et si les choses continuent ainsi, la fin sera la même que les autres fois, c'est inévitable. Soudain, Kagura arrive et dit qu'il est temps d'arrêter de juste regarder et d'agir. D'un seul coup, le dominateur projette les soldats, les faisant s'écraser violemment contre le mur de pierre. Regardant le jeune homme, il dit que son pouvoir est vraiment impressionnant, mais que c'est maintenant à son tour de montrer sa vraie force. Sans hésiter, le dominateur active sa capacité, puis incinère les soldats avec les flammes de son épée. Un peu plus loin, notre jeune héros observe la scène, bouche bée. Après son attaque, Okyomi interpelle son nouvel ami, disant qu'il comptait en faire un peu plus mais que les ennemis se sont évaporés en un seul coup. Choqué, le jeune homme dit que c'était suffisant pour comprendre sa force. Réalisant qu'il a effrayé le gamin, le dominateur dit que ce n'était pas son intention. Il voulait juste se montrer en se battant désespérément pour sa vie comme lui. Yoshito crie qu'en fait, il ne se battait pas désespérément par choix. Les mains dans les poches, l'homme dit qu'il y aura d'autres occasions, de toute façon. Épuisé, le jeune homme demande quelle est la prochaine étape. Le dominateur répond qu'il y a une grande mine de pierres magiques devant, selon Fuyunae. Comme les pierres magiques sont du mana cristallisé, les monstres les aiment, car ils les absorbent pour devenir plus forts.
Donc la zone minière abrite généralement de puissants monstres. Se retournant, il demande au garçon s'il a compris ce qu'ils doivent faire. Confirmant, le jeune homme dit qu'ils doivent trouver les monstres et tous les éliminer. Tendant le poing pour un check, Kogura dit que dans ce cas, il est temps d'y aller. Nous sommes transportés dans un autre lieu, rempli de pierres magiques, où d'autres aventuriers minent à la pioche, tandis que de jeunes femmes se reposent assises. Mais le groupe ne semble pas remarquer qu'une créature monstrueuse les observe. Quelque temps plus tard, le dominateur et Takamichi atteignent enfin le 25e étage, la zone minière de pierres magiques. Remarquant l'émerveillement du garçon, l'homme lui demande si c'est la première fois qu'il voit un endroit pareil. Regardant frénétiquement de tous les côtés, notre jeune homme répond oui. Il se souvient alors que la dernière fois qu'il a échangé des pierres magiques, il a gagné tellement d'argent qu'il a pu rembourser ses dettes. Mais maintenant, s'il réussissait à échanger toutes les pierres de cette mine, il pourrait devenir riche à millions. Excité, il dit qu'il est temps de commencer à miner. Le dominateur s'excuse de ruiner les plans du gamin et dit que si on pouvait s'enrichir comme ça, il y aurait bien plus d'explorateurs. En y réfléchissant, notre jeune homme dit que oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde ici, expliquant. L'homme révèle que si beaucoup de pierres magiques sont concentrées au même endroit, leur pouvoir diminue, car lors de leur formation, elles se disputent la magie environnante. C'est pourquoi celles de cette zone sont mélangées à des impuretés, ce qui signifie qu'elles ne valent pas grand chose. Malgré tout, beaucoup de gens y minent encore, ce qui a poussé le département de gestion à protéger l'environnement, rendant l'endroit vraiment sûr pour quiconque souhaite y entrer. Un peu plus loin, une fille célèbre avec ses amis après avoir trouvé une grosse pierre. Pensant à lui-même, le jeune homme dit que le trio a l'air de bien s'amuser. La scène lui rappelle son ancienne équipe, car après s'être séparé des filles, il s'est senti un peu seul, montrant que ce n'est pas vraiment le cas. Kogura réapparaît et passe un bras autour du cou du jeune homme, puis lui demande s'il est intéressé par l'une des filles. Comme il n'arrête pas de les fixer, dans sa tête, notre jeune homme dit que le type est super relou, et se dégageant de l'étreinte, il dit à voix haute qu'il n'est intéressé par personne. Le dresseur dit alors que le gamin est vraiment pénible, puis juste après, il demande laquelle des filles qui voyageaient avec lui le jeune homme aimait. Ailleurs, Yuri semble sentir quelque chose. Pas de réponse. L'homme dit qu'elles étaient toutes les deux vraiment belles, et qu'il sait que le jeune homme en aime une ou peut-être Fuyun. Notre jeune homme n'a aucune idée de comment se sortir de cette situation délicate. Loin de là, la challenger bronzée dit que quelque chose se passe, tandis que son ami lui dit de se concentrer sur le combat. Nerveux, Takamichi demande au dresseur d'arrêter de poser des questions stupides. Après tout, ils sont venus s'entraîner, pas parler de romance. L'homme pointe un doigt sur le jeune homme et, le traitant de sale gosse, lui ordonne de se taire. L'une des filles équiminée dit à ses amis qu'elle devrait essayer de pousser un peu plus loin et après avoir trouvé une zone avec d'énormes rochers, elle décide de commencer à travailler tout de suite. Mais quand elle donne un coup de pioche, la fille aux cheveux courts se blesse la main et dit que ces rochers sont beaucoup plus durs que les autres. Puis, se demandant quelle pourrait en être la raison pour le malheur du trio, un monstre ouvre les yeux, attirant immédiatement l'attention du protagoniste. Furieuse, la créature commence à se lever, laissant les filles les yeux écarquillés devant sa taille et sa forme. Sans hésiter, la bête lance sa première attaque en utilisant des bras sortant du sommet de sa tête, tout en projetant des roches magiques partout. Malheureusement, le trio de filles est en plein dans la ligne de mire de ces morceaux tranchants, au point qu'elles ne peuvent que mettre leurs mains sur leur tête et attendre le pire. Heureusement, Yoshito saute devant au bon moment, et avec son épée, parvient à repousser les rochers. Se retournant, il demande si les mineuses vont bien et leur dit qu'elles peuvent courir maintenant. Soulagées, les filles le remercient, le laissant seul avec la créature. Notre jeune homme dit qu'il a essayé d'être gentil, mais comme prévu, ses plans ne se déroulent jamais comme il le souhaite. Tombant au sol avec des roches magiques plantées dans son corps, le jeune homme dit que mourir en sauvant quelqu'un n'est pas si mal, mais un jour il aimerait être comme Okiyomi, qui peut sauver des gens tout en ayant l'air stylé, furieux. La créature de pierre tend son pied pour achever le travail, tandis qu'il pense à ce qu'il veut après sa mort. Takamichi réfléchit à ce qu'il fera après avoir conquis les tours magiques et gagné des tonnes d'argent, assez pour ne plus jamais avoir à s'en soucier. Concluant rapidement qu'en fait, il n'a toujours pas de réponse à cela, mais il est sûr qu'après avoir vu comment le roi des dresseurs l'a sauvé, lui et son équipe à Perséphone, tout ce qu'il veut, c'est devenir un aventurier qui sauve les autres de manière incroyable. Ressuscitant pour la 50e fois grâce à sa compétence, notre jeune homme dit que pour atteindre le niveau de l'homme, il lui manque encore beaucoup d'habileté et d'expérience. Il doit donc continuer à pousser son entraînement. Chargeant le monstre, le jeune homme attire son attention et lui demande si la créature ne voudrait pas mourir avec lui. Déterminé, il lance sa première attaque, mais à sa frustration, la carapace de l'ennemi est vraiment coriace, ce qui signifie que la couper ne sera pas facile du tout. Se retournant, le jeune homme demande où est passé Kugura. On le voit à l'entrée de la mine, aidant à évacuer les mineurs. Un jeune homme s'approche et dit qu'en tant que garde, il ne peut pas simplement s'enfuir. Le dresseur dit alors qu'il sait que s'occuper de ce monstre est sa responsabilité et celle des autres aussi. Mais ce jour-là, personne n'aura à s'inquiéter car son partenaire s'en occupera. En entendant cela, les yeux de Yoshito s'écarquillent. Soudain, le monstre lance d'autres roches magiques tranchantes, forçant le jeune homme à brandir son épée encore et encore. Inquiet, il décide de commencer à courir pour ne pas être touché, mais s'arrête quand il entend Okiyomi crier son nom. Souriant, l'homme lui demande s'il a de l'intelligence. En criant, notre jeune homme demande s'il se moque de lui à un moment pareil. Riant, le dresseur dit qu'il parle de la statistique d'intelligence. Eh bien, s'il en a une bonne quantité, il devrait essayer de faire plus attention pour découvrir le secret derrière la robustesse du monstre qui devrait apparaître très bientôt.
En disant au revoir, l'homme dit qu'il lui laisse les choses. Concentré, le protagoniste dit qu'il s'est retrouvé avec un ami plutôt irresponsable. On découvre que l'intelligence est une statistique qui évolue avec la magie, et tout a un pouvoir magique. Donc, à mesure que cette statistique augmente, le nombre de sorts puissants augmente aussi. Dans sa tête, le garçon dit que grâce à sa compétence, son intelligence a augmenté, mais pas assez pour qu'il puisse utiliser la magie. Mais à sa surprise, quand il regarde le panneau, il découvre qu'il le peut en fait. Confus, notre jeune homme se demande comment c'est possible. Puis il se souvient que lorsqu'il est mort plus tôt, son intelligence a augmenté, ce qui signifie que sa mort agonisante a eu une sorte de bénéfice. Sans hésiter, il active son sens magique qui révèle un flux de magie autour du corps de la créature, car il ne maîtrise pas encore très bien sa nouvelle compétence. Yoshito se dit qu'il doit se concentrer davantage. Tout à coup, il réalise que le monstre protège son corps avec de la magie et c'est pourquoi il a une carapace si dure. La créature fixe le protagoniste attendant un mouvement. De nulle part, 3 cercles de lumière apparaissent au-dessus de sa tête. Réfléchissant à nouveau, le garçon se demande si le pouvoir magique de la pierre est en train d'être rassemblé, puis il conclut que si c'est vraiment ça, il est foutu. Le monstre tire une explosion de lumière projetant notre jeune homme en arrière avec tout. Au sol, il dit que même s'il peut voir la carapace magique, c'est inutile s'il ne peut pas vaincre la créature. Mais ensuite, quand il se concentre à nouveau, il remarque que la forme de la carapace est devenue instable au contact de la magie environnante, ce qui signifie qu'il y a vraiment une ouverture. Déterminé, Takamichi charge à nouveau, disant qu'il va arracher son adversaire de sa carapace pour l'accueillir avec une attaque mortelle, en utilisant un peu plus de sa nouvelle compétence. Le protagoniste se dit que puisque la carapace défensive de l'ennemi est devenue temporairement instable, il n'a qu'à la frapper avec suffisamment de magie pour briser le bouclier. Mais d'abord, il devra saturer la zone de magie, en détruisant les pierres magiques. Le monstre attaque à nouveau, lançant une pluie de pierres vers le garçon. Courant, notre jeune homme parvient à s'en sortir indemne, mais il rencontre ensuite d'autres pierres venant d'une autre direction. L'attaque le force à sauter, utilisant le mur comme support assez près des pierres incrustées. Il commence à trancher avec son épée, brisant les objets en petits morceaux. Se retournant, le protagoniste pense que cela devrait suffire. Mais, à sa surprise, le monstre n'est plus au même endroit. La créature tombe lourdement juste derrière le garçon qui active à nouveau sa compétence de manipulation magique, tandis que des milliers de pierres volent vers lui. En y réfléchissant, Takamichi dit que cet attribut n'a que l'effet de rassembler la magie autour de lui, mais pas de produire de la magie ou de le laisser l'utiliser. Pourtant, pour briser la carapace défensive de son adversaire, cela fera l'affaire. Se déplaçant à la vitesse de la lumière, le protagoniste porte un coup mortel à la créature. Mais quand il voit que le bouclier n'est qu'à peine fissuré, il réalise que son attaque n'est toujours pas assez forte et il devra donc utiliser sa carte maîtresse. Se préparant, notre jeune homme dit qu'il est temps de fleurir, puis il active sa compétence unique appelée Chain Burst Furious. Le monstre attaque en utilisant la seule chose qu'il sait faire. Tout en se défendant, le garçon pense qu'il va d'abord enchaîner les 7 coups, car à chaque coup, son attaque devient plus forte. Puis à la fin, il ajoutera de la magie et déchaînera toute sa force. Changeant de tactique, la créature lance d'énormes pierres vers le protagoniste qui s'accroupit pour bloquer. Puis il dit qu'il n'est pas pressé, car plus il accumule de magie, plus il pourra en renvoyer à son adversaire. Quand il voit le jeune homme arriver, le monstre utilise à nouveau ses portails magiques. Mais malheureusement pour lui, Yoshido est plus rapide que jamais, se rapprochant vraiment. Il dit que cette fois, le monstre ne pourra pas arrêter son attaque. On découvre qu'en raison de l'énorme déferlement de magie, l'attaque finale a subi une transformation. Observant tout après être revenu, Kagura dit que le jeune homme a dépassé ses attentes en criant. Le protagoniste dit qu'il est temps de détruire le noyau du monstre ainsi que sa carapace. Une énorme explosion de pétales bleus et de pierres se produit, et finalement le bouclier de la créature se brise, le faisant se fissurer en deux, provoquant cette fois une explosion de feu qui projette notre jeune homme loin, jusqu'à ce que son dos s'écrase lourdement au sol. Quand il ouvre à nouveau les yeux, il est face à face avec le dresseur souriant, ce qui le fait sourire aussi avant de lever la main, faisant un pouce levé avec son nouveau partenaire. En partant, Takamichi demande si les autres aventuriers vont bien et l'homme répond oui. Un peu plus loin, il trouve les filles, notre jeune homme fait signe au trio tandis qu'Okyomi dit que l'affaire est réglée, mais alors tout à coup une autre explosion se produit. Prenant tout le monde par surprise, une bouche monstrueuse surgit devant le protagoniste et l'écrase sans pitié, juste après que Kogura ait crié le nom du garçon avec désespoir. Tandis que les filles reculent, terrifiées, rapidement, le protagoniste réapparaît après avoir ressuscité. Toujours paniqué, il demande « C'est quoi cette taille de dingue ?» Puis réalisant qu'il va devoir affronter l'annihilateur d'acier, il réfléchit à la façon dont le monstre est apparu. Le garçon conclut que c'est une anomalie, une de ces choses vraiment rares à se produire. Même nerveux, il serre son épée, soudain le serpent d'acier attaque, mais il est bloqué par l'épée du dominateur. Souriant, il dit que le monstre est bon. Alors, il va commencer à se battre sérieusement, pour ne pas finir par se faire manger aussi. Activant sa compétence, Okyomi se prépare à contrôler la zone. À travers une chaleur torride, des flammes enveloppent le corps de l'annihilateur d'acier. Protégeant ses yeux, Yoshito essaie de ne pas manquer un seul détail, mais quelque chose finit par attirer son attention. C'est le fait que les flammes du dominateur n'ont aucun effet. Alors que le monstre se rapproche, Kogura dit qu'apparemment la carapace de la créature a une puissante résistance au feu, ce qui signifie qu'il ne lui reste plus que la force brute. Sans aucune peur, l'homme charge l'annihilateur qui ouvre sa gueule pour le dévorer. Mais malheureusement pour lui, l'annihilateur est plus rapide et parvient à porter plus d'un coup d'affilée. Quand il atteint un certain point, il réalise que le monstre a crié et reculant, lui dit de ne pas croire qu'il peut le grignoter si facilement.
De nulle part, un compartiment s'ouvre dans le corps de l'ennemi, ce qui laisse le dominateur perplexe. Mais de l'intérieur du compartiment, une griffe acérée sort et se dirige droit vers lui. On voit que ce n'était pas une seule griffe qui est apparue. Inquiet, Yomi dit qu'il ne s'attendait pas à ce que son adversaire ait une arme pareille dans sa manche. Déterminé, la créature tire toutes ses griffes d'un coup. Toujours en plein air, l'homme essaie de s'échapper. Le protagoniste saute de nouveau dans le combat et tente de porter un coup. Mais le dominateur crie son nom, car l'une des griffes se dirige vers le garçon. Notre jeune homme ne peut rien faire et finit par être touché de plein fouet. Ressuscitant, il dit « ça fait un mal de chien ». Mais grâce à sa compétence, il a réussi à s'approcher vraiment de l'ennemi. Son pouvoir actif, il lui dit de dire adieu à son œil avant d'enfoncer l'épée directement dans l'iris du monstre et celui-ci commence à se débattre, le projetant au loin. Le garçon commence à tomber en chute libre, mais avant qu'il ne touche le sol, il est sauvé par Kagura. S'excusant, l'homme dit que le jeune homme est mort à cause de lui. Transpirant, le protagoniste dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de cela, car le plus important maintenant, c'est de vaincre l'annihilateur d'acier. Toujours en se débattant, le monstre commence à détruire la grotte. Puis, juste après, une fois de plus, charge le duo un peu plus loin. Des rayons verts enveloppent le corps de la créature après qu'elle s'écrase contre un bouclier, se protégeant. Yoshito découvre enfin ce qui se passe quand un monstre essaie de s'introduire dans une zone sûre. Après l'impact, l'annihilateur se ressaisit rapidement et fait face au protagoniste à nouveau, qui se demande ce qu'il prépare. Soudain, l'énorme serpent commence à s'enfoncer sous terre. Confus, le protagoniste demande s'il essaie d'aller aux étages inférieurs. Même s'il est de notoriété publique que les monstres plus forts restent aux étages supérieurs, se retournant, le garçon dit que si la créature attaque les aventuriers de bas niveau là-bas qui ne sont pas préparés, une tragédie se produira. Kogura est d'accord et dit qu'en fait, s'il laisse l'annihilateur s'échapper de là, beaucoup de gens mourront. Yoshito s'approche rapidement du trou laissé par le monstre puis déclare que la créature peut vraiment se déplacer entre les étages. Le dominateur dit alors que normalement chaque étage a des entrées vers des zones sûres, donc les monstres ne peuvent pas atteindre d'autres étages. Mais il y a de rares exceptions où les bêtes sont si puissantes qu'elles finissent par pouvoir se déplacer en utilisant une certaine méthode, ce qui signifie que l'annihilateur est l'une de ces exceptions. Expliquant, Ukyomi dit que ces êtres sont placés par le département dans une catégorie spéciale pour être exterminés correctement. Surpris, le protagoniste demande « Que voulez-vous dire par catégorie spéciale ?» L'homme dit alors que ces monstres sont appelés des erreurs. L'info semble choquer notre jeune homme. Regardant l'énorme cratère, le dominateur dit que les informations sur les erreurs ne sont partagées qu'entre aventuriers, ceux de haut niveau, choisis par le département. Il est donc préférable pour eux de rentrer et, après avoir signalé la situation actuelle, n'ayant pas grand chose à faire, le protagoniste acquiesce. Tous deux se préparent à partir, mais tout à coup quelqu'un crie, c'est l'une des filles de tout à l'heure, disant qu'il y a un instant, le jeune homme était mort. Réfléchissant vite, notre jeune homme se souvient qu'il a fini par laisser le trio voir sa capacité. Nerveux, il essaie de trouver une explication et dit qu'en fait ce n'était qu'une illusion, donc il n'est pas vraiment mort, concluant juste après qu'il vaut mieux mentir que traumatiser tout le monde. L'une des filles s'approche et dit que peu importe comment elle le regarde, cette flaque au sol ressemble toujours à du vrai jus de fraise. Transpirant à grosses gouttes, le protagoniste dit que son illusion est juste comme ça, convainquant rapidement le trio, puis les filles lancent un grand merci retentissant pour les avoir sauvés. La scène prend le jeune homme au dépourvu. Alors il dit qu'il est heureux qu'elles aillent toutes bien, faisant tomber les filles encore plus sous son charme. Prenant l'initiative, la fille aux cheveux courts lui demande s'il pourrait lui donner son numéro de téléphone. Loin de là, Yuri dit qu'elle sent quelque chose de dangereux se produire, tandis que Mana crie qu'ils doivent continuer. Gâchant le moment, Kogura dit que tout le monde a déjà évacué et qu'il n'y a plus qu'eux. Le protagoniste dit que c'est bon et qu'il arrive. Regardant la fille, il dit qu'il est temps de partir. Après tout, il est sûr qu'elle ne veut pas se faire attraper par le serpent d'acier à nouveau. S'approchant, le jeune homme s'excuse auprès du dresseur pour le retard. L'autre dit que c'est bon, puis ajoute qu'il a vraiment déchiré et mérite totalement une récompense. Notre jeune homme dit qu'il ne l'a pas fait pour une récompense, laissant l'homme intrigué, souriant. L'homme dit que de toute façon, il est temps de retourner à la base via le portail de téléportation, qui permet de se connecter à un autre point à l'intérieur de la même tour magique. On découvre qu'il y a un portail tous les 5 étages, et qu'ils sont généralement placés dans des zones sûres, donc dès que quelqu'un atteint un étage avec un portail, il est activé pour être utilisé. Juste au cas où, Takamichi dit qu'ils ont de la chance d'être à un étage avec un portail, contrairement aux autres aventuriers qui, s'ils sont attaqués par le serpent, ne pourront pas s'échapper. Kagura est d'accord et dit que c'est exactement pourquoi ils doivent retourner au département de gestion, afin de se coordonner avec Fuyunae et les autres et éliminer l'anomalie. Quelques temps plus tard, nous voyons la chef de département les remercier pour le rapport, puis révéler que plusieurs personnes ont été blessées et tuées aux étages inférieurs de la tour, ce qui a poussé l'association à désigner l'annihilateur d'acier comme priorité absolue parmi les erreurs. Une réponse immédiate sera donc apportée et toute exploration a été suspendue. Se levant, Fuyun termine en disant qu'elle vaincra personnellement la créature. Le dresseur est d'accord, après tout, lui et le jeune homme n'ont pas pu résoudre la situation. Puis il demande à la femme d'envoyer un groupe dont il fera partie. N'étant pas mentionné, notre jeune homme fixe l'homme. Ramassant son arme, la chef de département dit à l'homme de ne pas s'inquiéter. Yoshito est absolument sidéré par la scène, puis la femme avertit d'un ton martial, brandissant un katana plus grand qu'elle, que cette fois elle s'en occupe personnellement, et ça va faire mal. Après un certain temps, ils reviennent à la tour magique de Proté et découvrent le chaos total qu'est devenu le 8e étage.
Fuyune débarque et explique qu'après avoir affronté l'annihilateur d'acier au 25e étage, il a dévalé les étages, semant la panique et attaquant tout sur son passage. Mais il est toujours possible de détecter des secousses sismiques à cet étage à l'heure qu'il est, ce qui signifie que la créature est proche, plus déterminée que jamais à faire des ravages. La femme dit qu'elle ne le laissera pas filer, c'est hors de question. Notre garçon demande si elle ne s'inquiète pas que ce serpent de malheur attaque les gens qui sont passés devant, et si les aventuriers qui ont fait la reconnaissance n'ont pas été tués. Secouant la tête, la chef de département dit que ceux envoyés à la tour appartenaient à une unité spécialisée dans la gestion des anomalies, les vrais pros du nettoyage. Excité, Kogura dit qu'il était grand temps que ça bouge un peu, puis ajoute que l'unité d'opération spéciale, sous le commandement de la chef du département des aventuriers de Tokyo, la fameuse équipe Fleur de Glace, vient tout juste de faire son entrée fracassante. Après avoir entendu tous les noms, le protagoniste dit que c'est un vrai casse-tête à prononcer, on dirait un sortilège. Un type s'approche et annonce que la reconnaissance est terminée, et comme on s'y attendait, les secousses persistent à cet étage, ce qui signifie que la cible est bien cachée quelque part au cœur des murs de cet étage. Se retournant, le jeune homme prononce les noms de notre duo de choc, avec un air grave. Confus, le protagoniste demande, un peu perplexe, ce qui se trame. À sa surprise, le gars s'agenouille respectueusement et les remercie chaleureusement pour leur coopération, puis dit que la menace est de catégorie alpha, une vraie plaie, même équivalente à un boss de tour magique, ni plus ni moins. Donc s'ils peuvent combattre aux côtés du duo, ils peuvent aussi minimiser les pertes humaines, c'est crucial. Yoshito demande, attends, des pertes? Mais de quoi diable parles-tu? De quoi ce type peut-il bien radoter? Kogura intervient un peu agacé et dit qu'ils sont là tous les deux, alors oui les pertes, c'est le sujet mon cher. Coupant court à la conversation, le protagoniste dit qu'il ne laissera absolument personne mourir, c'est une promesse. Souriant, le gars du département dit que c'est assez rassurant d'entendre ça, il faut l'avouer. Tout à coup, une secousse violente frappe, projetant tout le monde au sol. Complètement paniqué, notre garçon comprend la situation, tout comme Fuyune Ae, qui hurle que ça vient d'en dessous. L'annihilateur d'acier jaillit du sol, gueule béante. Le chef d'équipe hurle à tous de se préparer au combat. Rapidement, les aventuriers foncent sur le serpent qui se sent attaqué en plein vol, et déploie ses griffes défensives. Prouvant leur talent, deux gars parviennent à esquiver l'attaque, mais l'un d'eux regarde sur le côté et réalise qu'il va se prendre un coup. Sous lui, nous voyons un duo d'aventuriers attaquant de concert. Observant de loin, le Dominator dit que les mouvements coordonnés sont l'un des atouts majeurs de l'équipe Fleur de Glace et qu'ils ont largement de quoi terrasser des créatures de niveau boss sans problème. Le problème est que l'annihilateur semble être à un niveau totalement hors catégorie, ce qui signifie que l'équipe ne pourra pas tenir le coup très longtemps sans devoir battre en retraite. L'homme demande si Yoshito est prêt, car il est temps de passer à la vitesse supérieure, de tout donner. Et le protagoniste accepte sans la moindre hésitation, le regard déterminé. Juste après ça, les deux se jettent dans la mêlée, filant à la vitesse de l'éclair. Okyomi choisit l'attaque aérienne, tandis que notre garçon reste au sol, les yeux injectés d'une haine pure et dure. Le Dominator assène son premier coup, juste sous la tête de la bête. Soudain, le protagoniste apparaît et s'apprête à porter un coup décisif, mais il est contraint de reculer face à une griffe lancée à toute vitesse. Déterminé à en finir, l'annihilateur en projette 3 autres qu'il doit esquiver. Le gars voltige dans les airs, mais quand il regarde devant lui, il réalise que la créature est sur le point de prendre la poudre d'escampette une fois de plus. C'est alors que Fuyune Ae débarque et déclare que c'est à son tour de jouer. Takamichi observe la situation, la tête à l'envers, les yeux écarquillés, tandis que la chef de département réussit à rattraper le monstre qui s'immobilise net, et puis la femme dit qu'elle ne le laissera pas filer, c'est une certitude. Notre garçon dit que c'est absolument incroyable, c'est fou, tandis que son ami dit que ça fait une éternité qu'il n'a pas vu leur alliée aussi concentrée, aussi sérieuse. Nous découvrons que l'aventurière a un renforcement corporel et une vitesse de déplacement ahurissante grâce à une manipulation magique hors pair et cerise sur le gâteau, une compétence unique, la nébuleuse de glace. Et excité, l'homme dit au protagoniste de ne surtout pas la quitter des yeux, car la fille est incroyablement, mais alors incroyablement rapide. Brandissant son katana, Fuyune se lance à l'attaque, laissant le serpent d'acier complètement abasourdi, observant, impuissant, les mouvements de son adversaire. L'aventurière décide de repartir de plus belle. L'annihilateur ne peut même pas suivre l'action, tandis que la chef de département en profite pour asséner coup après coup, sautant en l'air dès qu'elle sent une attaque imminente, pour créer une distance de sécurité grâce à sa nébuleuse de glace activée. Elle repart en courant, puis de nouveau en l'air prépare un coup fatal. Sentant le danger, le serpent géant se retourne pour parer. Mais c'est bien trop tard, car le katana de la chef de département frappe sa carapace de plein fouet, faisant gicler un liquide jaune un peu partout. Bouche bée, Yoshito demande comment la femme a fait ça, et Kogura explique que sa compétence décuple son pouvoir magique, et comme elle est un véritable génie en matière de contrôle magique, elle finit par asséner des attaques d'une précision chirurgicale. S'éloignant de la bête, Rito demande à tous les membres de se préparer à l'extermination de cette anomalie de première classe. Saisissant son épée, notre garçon dit qu'il ne reste apparemment que lui et le chef. Brandissant son arme, la chef de département se prépare à relancer l'assaut. Mais l'annihilateur d'acier décide de libérer toutes ses griffes, se débattant furieusement et poussant un rugissement assourdissant de sa gueule béante. Le chef d'équipe Fleur de Glace dit que dans ces conditions, ils ne pourront même pas s'approcher, c'est impossible. Le serpent géant continue de se mouvoir frénétiquement dans tous les sens. Fuyune pense qu'elle ne peut pas quitter la créature des yeux, pas une seconde, alors elle doit décider rapidement de la marche à suivre. Tout à coup, quelque chose passe en trombe, frôlant son visage. Quand elle réalise que c'est Yoshito, elle est sidérée. La femme pousse un cri, mais le gars décide tout simplement de l'ignorer. Comme à son habitude, en l'air, il se retrouve nez à nez avec les innombrables griffes de l'ennemi, et comme on pouvait s'y attendre, il finit par y passer. Notre garçon revient à la vie en un éclair, comme à son habitude, s'accrochant au corps même de la créature, dit qu'il veut voir combien de temps elle va maintenir cette rébellion, surtout contre lui, car il reviendra toujours quoi qu'il arrive. Le protagoniste dit qu'il a réussi à s'accrocher, changeant sa position de réapparition par une ruse, mais maintenant il doit trouver la prochaine étape, la suite des opérations. Les yeux de l'annihilateur deviennent rouges et il se met à courir à toute vitesse en hurlant. Le gars dit au monstre d'attendre un peu, montrant qu'il est surpris par une telle agilité, c'est inattendu. Il saute et s'écrie, c'est de la triche. Son corps finit par s'écraser violemment contre le mur, faisant gicler du jus de fraise un peu partout.
Mais encore une fois, il revient à la vie et se propulse même dans les airs. Remarquant la présence du jeune homme, le serpent projette à nouveau ses griffes acérées, lesquelles en un clin d'œil se retrouvent maculées de jus de fraise. Revivant pour la troisième fois, Takamichi traite son adversaire de sale bâtard, puis lui dit qu'il est temps d'arrêter ses bêtises, montrant qu'il ne prend pas d'ordre de n'importe qui. L'annihilateur continue sa course, fonçant vers un trou béant dans le mur. Désespéré, le protag hurle au monstre de s'arrêter, avant de laisser échapper un cri agonisant qui résonne dans les étages supérieurs de la tour. De la poussière tombe du plafond, puis soudain, un trou s'ouvre et le protag tombe à travers, son corps rebondissant plusieurs fois sur le sol, jusqu'à ce qu'il parvienne à se remettre sur pied. Regardant autour de lui, il demande mais quel genre d'endroit infernal est-ce donc? Il réalise vite qu'il n'est pas dans une zone ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Plissant les yeux, notre garçon déclare que ce ne peut être que le nid de ce maudit serpent s'étant arrêté juste devant lui. La créature se prépare à attaquer, projetant ses griffes acérées comme des rasoirs. Le protag esquive et les griffes s'enfoncent dans le sol. Il pense qu'il n'y a absolument aucun moyen de battre l'annihilateur seul, ce qui signifie qu'il aura besoin du boss et des autres pour décupler leur puissance d'attaque. Vif comme l'éclair, le serpent parvient à atteindre le gars, le forçant à sauter pour parer le coup. Jetant un coup d'œil en arrière, il repère rapidement le trou par lequel il est arrivé. Et de retour sur la terre ferme, il décide qu'il est temps de prendre ses jambes à son cou. 3 griffes sont lancées sur lui à nouveau, rendant sa fuite encore plus périlleuse. Même ainsi, Yoshito ne s'arrête pas de courir, déterminé à atteindre le trou dans le mur, un sourire aux lèvres. Il dit que le serpent est plutôt doué à ce jeu du chat et de la souris, puis dit que dans ce cas, il va devoir le feinter, le prendre à son propre jeu après s'être glissé habilement sous les griffes. Le protag regarde en arrière avant de s'engouffrer dans le trou et dit qu'il reverra l'annihilateur plus tard, c'est promis. Même avec tous ses efforts, la bête ne peut empêcher le gars de s'échapper. C'est raté. Nous retournons au 8e étage où l'équipe est rassemblée. Tout à coup, Fuyun remarque quelque chose d'étrange et en regardant devant elle, voit le gars complètement épuisé. Il dit que d'une manière ou d'une autre, il a réussi à revenir, un peu secoué, il faut l'avouer. Kogura dit que ce gamin l'avait sacrément inquiété et notre garçon s'excuse rapidement et révèle que malgré tout, il a fait des découvertes importantes. La chef de département lui intime de commencer à parler. Alors le protag dit qu'il a trouvé le nid du serpent d'acier juste à l'étage au-dessus. Donc si tout le monde va l'attaquer là, la situation sera réglée une bonne fois pour toutes, c'est certain. La femme considère sérieusement la possibilité et demande si le jeune homme a remarqué des pierres aux couleurs étranges, inhabituelles, à cet endroit précis. Le protag dit oui car le nid était littéralement rempli de pierres aux couleurs bien différentes de celles qu'on trouve habituellement dans la zone minière. Sans s'étendre en explication, Fionnet dit que maintenant tout prend enfin son sens, puis révèle que pendant la bataille, l'équipe Fleur de Glace a analysé la structure du serpent d'acier en profondeur et a fini par découvrir que la créature utilise une source d'énergie d'une pureté absolue. Mais tout comme il y a des pierres magiques impures dans la tour, il en existe aussi avec un haut niveau de pureté, qu'elle soupçonnait dans des zones inexplorées et que le gars a justement trouvé. La chef de département dit aussi que les pierres d'énergie magique n'étant présentes que dans le nid du monstre, même sous l'attaque, il ne quittera pas les lieux, donc ils doivent se dépêcher d'en finir. Tout à coup, la femme s'arrête net de marcher. Intrigué, le protag demande ce qui se passe. Se retournant, elle lui dit qu'il doit montrer le chemin sans tarder. Un peu plus tard, Yoshito atteint le nid et trouve le serpent géant, la gueule entrouverte, formant un petit O. En regardant, notre garçon comprend comment la créature se recharge en énergie. Une main sort du trou juste derrière lui. C'est le chef d'équipe, l'air exténué et en sueur, qui a dû grimper comme un forçat. Il dit que le gars a fait un sacré boulot en réussissant à grimper un trou aussi raide avec une telle facilité. Tout à coup, Rito et Kogura débarquent à leur tour. Tous deux sortant du trou sans la moindre difficulté, ce qui laisse le chef d'équipe complètement sidéré. S'avançant, la femme dit qu'il est temps de lancer la bataille sans plus attendre. Donc tous les membres doivent se donner à fond et attaquer à pleine puissance, sans retenue. Tout le monde se met à courir immédiatement, visant à anéantir la cible. L'annihilateur d'acier remarque rapidement la présence du groupe d'intrus et se met à rugir furieusement de rage. Okyomi dit alors qu'en tant que dompteur royal contre quelque chose de ce niveau, il ne peut se permettre la moindre faiblesse, alors il va tout donner pour envoyer ce serpent valser. Sentant l'homme se rapprocher dangereusement, la créature ouvre sa gueule gigantesque, mais le dompteur n'est absolument pas intimidé et il assène un coup fatal avec son épée enflammée, provoquant une fissure béante dans le corps du monstre, qui finit par être projeté dans les airs. Une énorme déflagration retentit lorsque le corps de l'annihilateur s'écrase violemment contre le mur. Souriant, Takamichi dit que c'était absolument génial, quelle puissance. Mais tout à coup, le serpent montre qu'il est toujours bien vivant et encore plus furieux que jamais alors qu'il rampe hors du trou où il a été balancé. Nerveux, le gars constate que l'attaque n'a apparemment pas suffi à terrasser la créature, c'est un problème. Sans hésiter, l'annihilateur projette ses nombreuses griffes vers l'équipe, obligeant tout le monde à réagir au quart de tour pour s'échapper. En plein chaos, certains aventuriers se mettent à hurler, tandis que Fuyunae se concentre sur sa propre protection. Regardant devant eux, ils réalisent que le combat est loin, très loin d'être terminé. Avec leurs épées, 2 membres de l'équipe bloquent l'attaque des griffes, criant qu'ils ont déjà terrassé des tas de bestioles bien pires auparavant. Donc le serpent ne va pas les tuer avec de simples coups pareils. Hurlant, le protag intime a la paire de lever les yeux, mais c'est déjà trop tard. Et une douche de jus de fraise s'abat sur eux, laissant le dompteur et la chef de département très inquiets. Un autre gars crie les noms de Shima et Imano, et finit par être distrait en levant les yeux. Il réalise qu'il est sur le point de se faire toucher à son tour, et ferme les yeux, résigné. Heureusement, notre garçon parvient à arriver juste à temps pour protéger l'aventurier, tout en lui disant de ne pas baisser sa garde, surtout pas, et de garder les lamentations sur la mort de ses coéquipiers pour plus tard quand ce sera fini. Parce que s'il meurt, il ne pourra même pas rendre un dernier hommage. Regardant les restes de ses amis, le gars admet que le protag a raison, puis dit qu'il doit survivre, coûte que coûte. Kogura esquive une autre attaque et à côté de Yoshito dit que l'ennemi bouge bien trop donc ils doivent trouver rapidement comment le toucher. Fuyun décide d'activer sa compétence nébuleuse de glace, mais en mode expansion extrême, la femme se met à courir, faisant jaillir de la glace de partout, et s'excuse en disant que si elle était plus forte, personne n'aurait été blessé ici.
Confus, le protag interpelle la chef qui a maintenant les cheveux d'un blanc immaculé. Transformé, Rito déclare que le combat prend fin ici et maintenant. L'annihilateur d'acier ouvre à nouveau sa gueule gigantesque puis projette ses griffes mortelles. Mais Fuyun ne semble avoir peur de rien et charge tête baissée. Esquivant les bras mécaniques avec une agilité spectaculaire, la femme se retrouve nez à nez avec l'une des griffes, mais encore une fois, elle parvient à s'en sortir. Profitant de l'occasion, elle utilise son katana pour trancher net l'un des bras du monstre. Plus de griffes volent vers elle à toute vitesse, la forçant à sauter sans cesse, jusqu'à ce qu'elle les affronte toutes de front. Utilisant le sol comme appui par moment, la chef de département montre qu'elle est tout simplement imbattable. Et avec ses yeux brillants d'un bleu intense, elle tranche plusieurs griffes d'un seul coup, faisant hurler le serpent de douleur. Acculé, l'annihilateur d'acier tente de s'enfuir puis se retourne pour mordre Rito de sa gueule, mais il finit par s'écraser violemment contre un tas de rochers, tandis que la femme dit qu'elle va lui couper la tête, ni plus ni moins. Comme pour la récompenser, le katana de la chef de département devient encore plus grand et se couvre de glace, faisant comprendre au monstre qu'il n'y a désormais plus aucune issue. En chute, Funei amorce son coup de grâce, mais le serpent élargit son œil bleu et parvient à bouger sa tête de justesse. Juste à temps, la femme ne frappe que le mur, causant une énorme et puissante explosion au sol. La chef de département évalue la situation quand soudain, tout à coup le corps du serpent la percute de plein fouet dans le dos, la projetant avec force. La femme s'écrase brutalement contre le mur, laissant Yoshito qui observait la scène profondément inquiet. Le katana de l'aventurière est planté dans le sol. Notre garçon pense que son épée n'est pas assez tranchante pour couper le corps d'acier du serpent. Mais s'il utilise l'arme de Rito, imprégnée de magie, les choses pourraient changer du tout au tout. Se retournant, la créature réalise vite que quelque chose approche et active immédiatement son pouvoir pour reprendre le combat, prise de sueur froide. Notre garçon prend une grande inspiration et quand le serpent charge droit sur lui, il lui dit qu'il peut le dévorer. Encore une fois, son jus de fraise gicle partout. Réapparaissant ailleurs, il saisit l'arme de la chef et dit que ce repas va coûter très cher à l'ennemi car même s'il ne peut pas être aussi rapide que la femme, tout ce dont il a besoin pour gagner, c'est un seul coup parfaitement placé. Mais pour cela, le protag décide qu'il devra mourir encore une fois, c'est le plan. Et après avoir réapparu, il dit qu'il éviterait normalement ce genre d'approche. Si ce n'était pas le fait que cette fois, en se tuant, il peut apparaître juste devant le serpent, comme par magie. Nous voyons son premier coup atteindre l'annihilateur, mais les yeux emplis de haine Takamichi. Il assène le coup fatal à l'ennemi juste à côté de sa tête et juste comme ça, le corps du monstre se désagrège, tandis que tout le monde regarde bouche bée, y compris Fuyune qui est au sol. En atterrissant, notre garçon montre de quoi il est capable. Se remettant debout, les cheveux de la chef de département retrouvent leur couleur noire et le dos tourné, elle remercie le protagoniste d'un ton grave, disant qu'avec ça, la mort de ses subordonnés n'aura pas été vaine après tout. Derrière elle, le gars dit qu'il est à sa disposition bien sûr, mais une notification apparaît soudain captant toute son attention. Quand il lit le message, il découvre que l'annihilateur était en fait le boss de la tour magique de Proté. Confus, il demande à Rito ce que cela implique et elle dit alors qu'elle a enfin réussi à tout comprendre. Parce qu'avant, elle avait dit que la tour n'avait aucune caractéristique spéciale, mais maintenant elle réalise qu'elle s'était lourdement trompée. Puisque avec les infos des rapports sur les monstres, elle a remarqué des créatures changeant leurs bras ou se déguisant en rochers. Parmi d'autres bizarreries, tous les monstres cachent leur vraie forme et l'annihilateur d'acier errant dans la tour était celui qui dissimulait le mieux sa vraie nature. Regardant la créature, Yoshito demande, un peu incrédule, si la chef veut dire que ce serpent était le boss de cette tour. La femme confirme, puis ajoute que normalement un boss ne quitte jamais sa chambre au dernier étage. Donc ce qui s'est passé était donc un événement plutôt rare, voire unique. Notre garçon dit qu'il comprend, et qu'il a porté le coup de grâce finalement. Intriguée, la femme demande s'il ne le voulait pas. Se grattant la tête, le gars répond que honnêtement, sans elle, Okyomi et l'équipe Fleur de Glace, il n'y serait jamais arrivé. Et même s'il a fanfaronné plus tôt. Des gens sont morts, malheureusement, ce qui signifie qu'au final il doit devenir bien plus fort. C'est une évidence. La tour de Proté commence à s'évanouir. Nous sommes transportés au département d'administration où le protagoniste remet sans la moindre hésitation l'objet qu'il a obtenu à Rito. Curieuse, la femme demande si l'objet est tombé de la tour, comme par magie. Notre garçon dit oui, puis remet. Juste après ça, une montagne de pierres magiques. Voyant la pile d'objets, la chef s'exclame que c'est du harcèlement pur et simple. Le gars répond que non, après tout. Battre le boss était l'exploit de toute l'équipe, donc ce n'est pas juste que seul lui empoche la récompense. Alors il a choisi de remettre la récompense au département d'administration, c'est plus logique, avec l'approbation de Kogura, bien sûr, et Fuyune devrait l'utiliser pour aider d'autres aventuriers dans le besoin. Après la réunion, le duo quitte la pièce et finit par tomber nez à nez avec Rito, le jeune homme de l'équipe Fleur de Glace. S'approchant, le jeune homme avoue qu'il les attendait, car il a une faveur à leur demander. Allant droit au but, il explique que, comme ils le savent, l'exploration de la grande tour démoniaque de Zeus débutera bientôt. Son équipe y participera, et il en sera de nouveau le chef, mais après la dernière opération, il ne veut plus voir ses coéquipiers mourir, c'est trop dur. Prenant le protagoniste au dépourvu, Rito les supplie de l'entraîner s'il vous plaît. Nous découvrons qu'après la chute de l'annihilateur d'acier, un mois s'est écoulé et dans le bâtiment du département, on voit le chef d'équipe Fleur de Glace haletant. Son pouvoir activé, le gars se met à courir, fonçant droit sur Kagura qui parvient immédiatement à bloquer son attaque. Les deux entament un échange intense de coups. Même bloqué à maintes reprises, le gars aux cheveux noirs n'abandonne pas, attaquant avec une détermination farouche. Regardant en arrière, le Dominator réalise que Yoshito va l'attaquer à son tour et sans effort, place son épée devant lui pour stopper le jeune homme.
tout en le renvoyant, lui et le chef d'équipe valser en arrière. En plein vol, le protagoniste ne lâche pas son épée, pas une seule seconde. Il en va de même pour l'autre jeune homme. Une main sur la hanche, le dominateur déclare qu'ils sont encore bien trop naïfs. Tous les deux, c'est flagrant, donc ils doivent commencer à se dépasser, à se pousser plus fort. Retour un mois plus tôt, au moment où le jeune homme aux cheveux noirs a demandé au duo de l'entraîner avec insistance. Une main sur la tête, notre garçon dit qu'il n'est pas assez fort pour ça car il est lui-même en plein entraînement, notamment celui de la tour de Proté, attrapant le jeune homme par l'épaule. Rito, désespéré, dit qu'il aimerait s'entraîner avec lui. Surpris, le protagoniste accepte. En repoussant l'aventurier avec ses mains, Okiomi, tout sourire, déclare que si c'est comme ça, il les entraînera tous les deux. L'exploration de Zeus n'ayant pas encore commencé, Yoshito, de retour au présent, confie que ça fait un mois qu'il s'entraîne quotidiennement dans la salle de la tour magique. Mais il ne peut toujours pas compter uniquement sur ses stats pour les techniques de combat et même s'il a beaucoup progressé, il n'est toujours pas de taille face au Dominator. Le visage ruisselant de sueur, il hurle à plein poumon que cet homme est d'une force monstrueuse en chargeant. Esquivant le coup, Kogura dit que malgré tout, le gamin et Fuyune ont été les plus utiles lors de la dernière bataille, ce qui signifie que le facteur de compatibilité entre le challenger et le monstre existe toujours. Donc, si le duo peut devenir plus fort, ils pourront tenir bon même s'ils sont incompatibles avec la créature. Sur le point d'être attaqué, notre héros pense que même avec Rito et lui à fond, il n'arrive jamais à égratigner cet homme, et il se demande comment il est si fort. Le protagoniste parvient à échapper à l'attaque. Mais soudain, le chef de l'équipe Fleur de Glace hurle son nom. Comprenant le message, ils chargent tous les deux le Dominator à nouveau pour une attaque multidirectionnelle. Le problème, c'est qu'Okiomi ne plaisante pas et active sa capacité. Il dit qu'il va dominer la zone avec sa chaleur intense. Terrifié, le protagoniste réalise qu'ils sont fichus maintenant. Une énorme explosion de flammes se produit. Assis adossé au mur, le duo conclut que c'est sans espoir. En y repensant, l'homme dit que leur coordination s'est améliorée. Se levant, Takamichi répond que ça n'a aucune importance s'ils ne peuvent toujours pas le battre. Le Dominator dit alors que le but n'est pas de gagner, mais de réussir à canaliser toute leur force dans une tour magique. Rito dit que ça ne rend pas la situation moins frustrante pour autant. En riant, Kogura leur dit de se dépasser encore plus. Puis les trois décident de partir. Soudain, quelque chose attire l'attention de notre héros, et il interpelle rapidement ses amis. En regardant l'écran, l'homme dit que le moment est venu. Déterminé, le chef de l'équipe Fleur de Glace serre le poing et déclare que cette fois, il protégera ses subordonnés. Quelques jours plus tard, sur le site de test des candidats à l'opération d'attaque sur Zeus, un homme annonce que la vérification des compétences est sur le point de commencer et que chacun doit former des équipes pour les défier, lui et Fuyune. Après l'explication, le gars à lunettes demande aux premières de la file de s'avancer. Les fixant, la chef de département dit que Yoshito lui a parlé d'eux. Puis elle ajoute qu'il est temps pour eux deux de montrer à quel point ils sont devenus forts. Aussitôt, Yuri et Mana se préparent à combattre. Nous sommes transportés à la grande tour magique de Zeus, plus précisément au 60e étage, où se trouvent Okiomi et Yoshito. On apprend que l'opération de conquête de la tour a commencé, et que tous ceux qui ont choisi d'y participer sont déjà arrivés. Notre héros dit que beaucoup de monde est vraiment venu, et pendant qu'il explique, le Dominator ajoute que tous sont des aventuriers aux rôles différents. Certains seront en première ligne, d'autres apporteront leur soutien dans la zone sécurisée, qui est le point de ralliement. Se retournant, le protagoniste demande où est Rito. L'homme répond que l'équipe Fleur de Glace sera envoyée comme force de soutien principale dans la bataille. Donc ils ne verront le jeune homme qu'après que l'opération est bien avancée. En plaisantant, le gamin dit que dans ce cas, d'ici là, ils n'ont pas le droit de mourir. Le Dominator dit que c'est facile à dire pour lui, puis ils éclatent tous les deux de rire. De loin, quelqu'un demande ce qui ne va pas avec eux deux, pour qu'ils ne sentent pas la tension dans l'air. Agacé, l'étranger hurle pour attirer l'attention du duo. Puis il dit que s'ils sont venus pour rigoler, il ferait mieux de rentrer chez eux. Se retournant, Yoshito et Kagura regardent le gamin d'un air sombre, le faisant trembler de tous ses membres. Notre héros lâche un petit rire. Puis lui et l'homme s'approchent et disent que le gamin n'a pas besoin d'être si tendu. Après tout, à partir de maintenant, qu'il le veuille ou non, tout le monde va être jeté tête la première dans un environnement impitoyable. On apprend que Zeus est une tour magique colossale de plus de 150 étages, et qu'à ce jour, 59 ont été conquis. Le nombre énorme de morts lors de la conquête du 60e étage a forcé le département à organiser une opération de conquête. Réfléchissant, le protagoniste se demande ce qui a pu tuer tant de monde. Dans une zone aussi chaude, en sueur, il dit que c'est comme si le soleil était juste au-dessus de sa tête. À côté de lui, le Dominator dit que dès qu'ils entrent dans la zone chaude, c'est comme s'ils commençaient à subir des dégâts. La magie de soins de groupe étant le seul moyen de continuer. Donc si quelque chose arrive aux aventuriers responsables de cette partie, ils sont fichus. Et puis l'homme tape dans ses mains pour attirer l'attention de tous et leur dit qu'il sera nécessaire de travailler en groupe. De cette façon, ceux qui sont responsables des soins devront se concentrer là-dessus, tandis que les autres les protégeront. En y réfléchissant, notre héros s'inquiète de la possibilité de subir des dégâts à cause de sa capacité d'inversion, une capacité dont il n'a encore parlé à personne. Ainsi, il n'attirera pas d'attention indésirable. En regardant autour de lui, le gamin dit que si les dégâts de chaleur sont traités comme un état, tout comme la malédiction de Perséphone. Mais avant qu'il ne puisse finir sa pensée, un message apparaît, avertissant qu'à cause de la vague de chaleur, il subira des dégâts continus. Mais comme le protagoniste l'avait deviné, sa compétence d'inversion s'occupe de tout et il n'aura même pas besoin de magie de soin. S'approchant, le jeune homme interpelle le dresseur et dit qu'il est résistant à la chaleur. Alors il va aller vérifier si c'est sûr.
Tout le monde reste bouche bée en voyant le gamin s'éloigner, puis ils concluent qu'ils ne peuvent rien faire. Toujours en courant, Yoshito dit qu'il sait qu'il a forcé le trait, mais il devait faire ça pour sauver les apparences. Sorti de nulle part, quelque chose le frappe de plein fouet, le faisant s'écraser au sol, tandis que son jus de fraise gicle partout. Avant de s'évanouir, notre héros réalise qu'il est tombé dans une embuscade, et en ressuscitant, il dit que les ennemis sont vraiment des tricheurs. Voyant que le jeune homme est de retour, les créatures se préparent à attaquer. Elles se ruent toutes sur lui, dagues à la main. Heureusement, le protagoniste parvient à saisir son épée pour bloquer les coups, forçant les moustiques infernaux à reculer. Souriant, il dit qu'il s'est entraîné pendant un mois entier, alors si c'est un combat loyal, il ne tombera pas facilement. S'approchant, notre héros lance sa première attaque, mais les monstres s'envolent rapidement vers un autre endroit. Voyant à quoi ressemblent ses adversaires, Takamichi se demande si ce sont des ailes d'ange, puis il conclut qu'il devra combattre l'escouade des assassins sacrés. Inquiet, il dit que des anges venus de l'enfer, ça ne présage rien de bon. En courant, il ajoute « De toute façon, peu importe ». Rapidement, le gamin parvient à s'approcher des créatures et à attaquer pour se protéger. L'une d'elles sort une arme différente, forçant le protagoniste à secouer violemment la tête pour rester en vie et continuer à respirer. Fixant le monstre, il dit que si c'était il y a un mois, il serait tombé dans le panneau, mais maintenant, ça ne marchera pas. Voyant que rien ne semble ébranler les ennemis, notre héros dit qu'ils sont vraiment coriaces, comme on peut s'y attendre de monstres d'une immense tour magique. Tout à coup, une dague vole vers lui. Heureusement, il parvient à la repousser, montrant pourquoi ce sont des anges de l'enfer. Les créatures se regroupent, mais cette fois pour s'enfuir. Le protagoniste décide de les poursuivre, mais il réalise vite qu'il est attiré plus profondément dans l'endroit. Au milieu de la chaleur et des flammes, il demande où ils sont passés, mais il n'y a aucun bourdonnement, un silence complet, pas un mot. Yoshito analyse la situation, soudain les monstres tombent du plafond, les yeux du protagoniste s'écarquillent. Choqué et saisissant à nouveau son épée, il parvient à sauter en arrière et à s'éloigner sans une égratignure du cou, qui ne fait que frapper le sol, mais de nulle part des cristaux jaunes volent vers lui. Et quand il réalise que ce sont des bombes, il est déjà trop tard. Une explosion retentit, le projetant au loin, alors qu'il essaie de rester debout. Notre héros se demande ce qu'il en est de ces pierres magiques explosives, mais avant qu'il ne puisse obtenir d'explication, une autre explosion retentit, le faisant hurler alors qu'il est projeté. Cette fois, sa tentative de rester debout échoue. Voyant le gamin tomber, les anges commencent à bouger et à répandre une pluie d'explosifs. Tremblant et en sueur, le protagoniste dit que ça doit être une blague avant d'être frappé de plein fouet par une explosion colossale, qui cette fois le renvoie directement au point de réapparition. Ressuscitant à nouveau, il dit au monstre d'arrêter de se prendre pour le nombril du monde. Après avoir encaissé un coup, l'une des créatures frappe le sol pour protéger son allié, les autres lancent des dagues, mais le protagoniste parvient à toutes les esquiver. Et s'échappant d'une autre explosion, il dit qu'il a compris maintenant. Sans hésiter, il porte un coup fatal. Mais un autre ange apparaît juste derrière lui, le forçant à pivoter rapidement et à contre-attaquer. Sous l'impact, la créature est projetée au loin. Voyant cela, notre héros sourit et en s'approchant, il dit qu'il offrira aussi une mort explosive à son adversaire. Puis il enfonce son épée, tandis que des pierres magiques volent partout. L'ange lève son bras tremblant de partout. On voit que Takamichi a déjà filé et la créature est engloutie par l'explosion qu'elle a elle-même provoquée. Notre héros observe tout de loin. Remarquant en se relevant des marques sur son bras, il dit, surpris, que les légères brûlures guérissent très vite grâce à l'inversion de la chaleur intense. Soudain, un message apparaît, disant que puisque le nombre de pierres magiques explosives, source de la chaleur, a diminué, les dégâts continus causés par la chaleur intense ont été réduits. Et en regardant les pierres, le protagoniste comprend enfin pourquoi il fait un temps de chien ici, puisque les pierres magiques sont concentrées dans cette zone, ce qui signifie que s'il les détruit toutes, la chaleur intense ne sera plus un problème. En courant, notre héros met son plan à exécution, provoquant une autre énorme explosion qui couvre toute la zone. Pendant ce temps, dans une zone plus sûre, l'équipe observe la situation, nerveuse. Un gars hurle et dit que ses PV baissent, donc les autres aventuriers doivent agir vite avec la magie de soin. Effrayée, une fille aux cheveux roses active son bâton, restaurant la santé de tous. Le problème, c'est que le processus la laisse épuisée. Soudain, le gars se remet à hurler, demandant pourquoi elle se repose. Au lieu de lancer un autre soin, puisque leurs vies sont entre ses mains, quelqu'un attrape le jeune homme par l'épaule. Se penchant, Kagura lui demande s'il ne pense pas qu'il la pousse trop loin, puis pensant que la situation est mauvaise car les attaques du monstre sont brutales, ce qui fait baisser la vitalité de tous avec le temps, et qu'ils ne peuvent rien faire pour aggraver les choses, des yeux rouges apparaissent derrière l'aventurière au pouvoir de guérison. Le dresseur se retourne en entendant un cri, paniqué. Les autres aventuriers disent qu'un monstre a abattu la soigneuse. Une fille s'approche et dit qu'elle va la soigner, mais une main attrape ses vêtements. Le gars, agaçant, apparaît et lui dit de laisser la fille mourir, parce qu'au lieu de gaspiller des soins sur elle, elle doit soigner les autres. Soudain, quelque chose commence à descendre d'en haut. C'est l'un des anges de l'enfer observant le duo. Heureusement pour eux, le dresseur apparaît et s'occupe de la menace. Mais le problème, c'est que la créature n'était pas seule. Voyant des monstres se diriger vers le groupe, il réalise qu'il les a laissés passer. Le chaos éclate rapidement avec des gens qui courent et crient dans sa tête. L'homme dit que tout le monde est déjà à bout, et si ça continue, tout sera perdu. Soudain, Yoshito apparaît et dit qu'il a apparemment pris la bonne décision en détruisant les pierres explosives. Le dresseur hurle le nom du gars. Voyant le personnage principal, l'aventurier agaçant lui demande s'il est revenu pour des soins magiques, ajoutant qu'un gars inutile comme lui, qui fonce tête baissée, ne fera qu'empirer les choses. Ces mots font sourire notre héros, qui répond qu'il n'est en fait pas inutile, puisqu'il a détruit toutes les sources de chaleur, ce qui va soulager la souffrance de tous.
En quelques secondes après un compte à rebours, tout le monde réalise que l'atmosphère a changé. En combattant, Kogura dit que le gars a d'abord foncé dans une zone de chaleur intense, puis est revenu pour se débarrasser de cette chaleur, ce qui signifie qu'avec lui, on ne s'ennuie jamais. Se retournant, le personnage principal demande à l'aventurier qui l'a insulté qui est inutile. Maintenant, toujours agacé, le jeune homme dit doucement merci. Le dresseur dit alors que grâce à lui, les autres parviennent à se calmer, ce qui les aidera beaucoup à avancer. Le duo fait un petit check de victoire. On apprend que la zone de chaleur intense couvrait les étages 61 à 64 et que Takamichi a foncé et détruit toutes les pierres qu'il a pu. Grâce à cela, il n'y a eu aucune victime en première ligne et le groupe a progressé sans encombre à travers les étages. Ailleurs, éclairé par des torches et avec des fissures au sol, un ange de l'enfer tire une chaîne, tandis que d'autres observent la situation. Soudain, quelque chose semble sortir du sol. Une créature, mélange de serpent et de dragon volant à 3 têtes. Ailleurs dans la tour, Okyomi annonce à tous qu'ils viennent d'arriver au 65e étage. Soudain, quelque chose attire l'attention du personnage principal. Il se tourne et dit qu'un portail de téléportation a aussi été activé. À côté de lui, l'homme dit que cela facilitera les allers-retours entre les étages inférieurs. Mais avant toute chose, ils doivent laisser tout le monde se reposer dans la zone sécurisée de l'étage inférieur. Complètement épuisé, l'aventurier agaçant demande comment le duo a encore de l'énergie après tout ça. Réfléchissant, notre héros se dit que la raison est qu'il a été entraîné par le dresseur et il fait semblant de rien. Il dit qu'il s'est entraîné dur jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais le plus important est qu'il puisse se reposer là, pendant que lui et l'homme explorent les environs. Voyant que le gars était sur le point de discuter, le personnage principal dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de leur force de combat, car à partir de ce moment, ils auront le soutien du groupe Fleur de Glace. Ryuto apparaît et dit qu'ils se sont enfin retrouvés, puis ajoute que les monstres laissés derrière ont été vaincus par son équipe, et que les gens en soutien à l'arrière ont commencé à rassembler des ressources, donc ils ont un peu de temps libre. Regardant notre héros, le jeune homme dit qu'il est arrivé juste à temps. Saluant l'aventurier, le personnage principal le remercie pour son aide, tandis que les autres se sentent soulagés. Quelques temps plus tard, nous voyons l'équipe explorer. Kogura commente qu'apparemment il n'y a pas de vague de chaleur à cet étage, et en se retournant, Yoshito demande si ce sera plus facile d'avancer. Mais le chef de l'équipe Fleur de Glace dit que pas nécessairement, car d'après son expérience, il y a des étages où la situation change drastiquement et les salles de mini-boss sont partout dans cette tour, ce qui serait un problème si Zeus n'était pas immense. Voyant la posture du protagoniste, Rito est confus. Notre héros dit alors que cette fois, le gars doit vraiment protéger ses subordonnés. Intrigué, le jeune homme demande pourquoi il a dit ça, découvrant rapidement que c'est parce qu'ils viennent d'arriver dans une salle de boss. Après avoir ouvert les portes, l'équipe commence à entrer dans le hall, voyant tout noir devant lui. Le protagoniste dit que sérieusement, ces salauds ne leur laissent jamais de répit. Soudain, des yeux rouges apparaissent et la créature à 3 têtes montre qui est le maître des lieux. Son nom est l'hydre annihilatrice. En criant, le chef d'équipe dit à ses compagnons de se préparer au combat, pour empêcher la créature de décider du déroulement de la lutte. Le monstre charge le groupe, chaque tête allant dans une direction différente. Intrigué, notre héros se demande pourquoi l'hydre est enchaîné. Puis il dit que quelque chose cloche, alors Rito ne devrait pas baisser sa garde. Vite, l'équipe parvient à maîtriser les 3 têtes de la créature, qui finissent par être tirées avec les chaînes. Le gars aux cheveux noirs prend une profonde inspiration, l'air soulagé. Mais alors, tout à coup, le monstre commence à bouger, et de nouvelles têtes apparaissent instantanément. La bouche ouverte, le protagoniste dit que l'hydre a de la régénération, et maintenant qu'elle a brisé les chaînes, elle est enfin complètement libre de faire ce qu'elle veut. Étendant sa griffe, le monstre s'apprête à attraper Rito en premier. Inquiet, Takamichi crie le nom du gars, mais celui-ci lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, ils ont eu le même entraînement. Après avoir été bloqué, la créature commence à chercher d'autres cibles, tandis que le chef de l'équipe Fleur de Glace dit qu'il ne va pas mourir la bouche ouverte et la patte levée. L'hydre s'apprête à attaquer d'autres membres du groupe, mais le gars l'arrête, fonçant et disant qu'il ne laissera pas ses subordonnés mourir non plus. Car une chose que le monstre ignore, c'est que tout le monde ici a traversé un entraînement brutal et d'innombrables défis. Soudain, une sphère d'énergie commence à se former dans la gueule de la créature, mais tout le monde parvient à esquiver l'attaque et en plein air, Ryuto dit que son équipe n'a pas de boulet. Les 4 se préparent à attaquer de manière coordonnée. Ils frappent tous avec leurs épées en un point précis. Observant la bataille, Yoshito dit que les mouvements de l'équipe sont vraiment plus coordonnés maintenant et à côté de lui, Kagura acquiesce et dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour le groupe, alors ils devraient juste se lancer et attaquer aussi. En courant, le protagoniste dit que l'hydre régénère les têtes coupées, mais les autres blessures ne guérissent pas, ce qui signifie qu'il devrait se concentrer sur d'autres parties que la tête. En désaccord, le dresseur dit que le corps de la créature est bien trop grand, et même s'ils infligent des dégâts en surface, ils ne pourront rien faire de fatal. Donc d'abord, ils doivent comprendre pourquoi les têtes se régénèrent, et cela n'arrivera que si une autre tête est coupée. Il brandit sa grande épée. L'homme semble avoir compris la situation et hurle au gars d'utiliser l'analyse magique. Rapidement, notre héros obéit et active sa compétence, puis il conclut que dans la tête qui a été coupée, il y a un énorme flux magique, expliquant: il dit qu'il y a un noyau magique connecté à chaque coup. C'est pourquoi la créature se régénère si vite, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Chargeant avec son allié, notre héros dit qu'il est temps de détruire les noyaux. Quand elle est attaquée, l'hydre rugit férocement et décide de commencer à utiliser ses ailes, provoquant une rafale qui fait que Takamichi protège ses yeux. Tout le monde regarde la créature s'envoler jusqu'à ce que soudain des sphères d'énergie sortent à nouveau de sa gueule et soient tirées vers l'équipe.
Au milieu du chaos, le gars et le dresseur essaient de ne pas être touchés. Sorti de nulle part, un morceau de la chaîne apparaît en l'air et manque de frapper notre héros. Pensant, il dit que ça ressemble à un sceau sur le collier. L'homme demande ce qui s'est passé. Se retournant, le protagoniste dit que le collier a attiré son attention. Kogura dit qu'il a vu les sceaux et qu'ils sont probablement ceux qui scellent les attaques de chaque tête. Toujours intrigué, Yoshito se demande pourquoi, puis pourquoi l'un des colliers a un sceau d'une couleur différente, et pourquoi le sceau rouge dégage plus de magie que les autres. Notre héros conclut rapidement que l'une des têtes est plus forte que les autres, ce qui signifie qu'il y a une tête qui n'a pas encore attaqué. Exact, celle du milieu, et si le collier avec le sceau rouge est le sien, les choses vont se compliquer. Observant l'hydre en l'air, il réalise qu'elle se prépare à une autre attaque, et qu'elle viendra certainement de la tête qui n'a pas encore été utilisée. Une énorme boule de feu est lancée vers l'équipe, et quand elle touche le sol, elle libère des éclairs noirs. Hurlant, Okomi ordonne à tout le monde d'esquiver immédiatement. Obéissant, le groupe bondit dans les airs. Inquiet, le protagoniste réalise que l'électricité s'est propagée dans toute la salle, ne laissant aucune échappatoire. Soudain, Raider crie de nulle part que l'énergie ne faiblit pas, et que si les membres de l'équipe touchent le sol, ils seront électrocutés. C'est une situation vraiment délicate. Nerveux, notre héros déclare avoir enfin compris le plan de la créature. Même sous le choc, le dresseur reste imperturbable, mais c'est ensuite au tour du jeune homme de poser le pied au sol, et contrairement à l'autre, il se met à hurler à plein poumon. Il réalise aussitôt que même si ça a fait mal, le coup n'était pas mortel pour lui, ce qui devrait signifier que les autres vont bien. Mais en se retournant, il découvre que ce n'est pas du tout le cas. Ne comprenant rien à la situation, Takemichi demande ce qui s'est passé, complètement perdu. Un message apparaît, avertissant qu'en état de paralysie, la cible devient totalement incapable d'agir. Mais grâce à sa capacité d'inversion, rien ne s'est produit pour lui. En regardant le dresseur, le jeune homme pense que tout cela était bien au-delà de ses plans. Et pour couronner le tout, il va devoir affronter l'hydre seul, comme un grand. Le monstre se fixe sur le jeune homme sans hésiter, puis il tire plusieurs sphères d'énergie. En courant, notre héros se demande bien ce qu'il va faire, car en plus de ne pas pouvoir achever la créature, si elle vise le reste de l'équipe, tout le monde va y passer d'un coup et ce serait la catastrophe. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas quand le monstre s'approche et il finit projeté au loin par l'une de ses ailes. S'écrasant contre le mur, le protagoniste dit qu'il n'avait qu'à y penser pour que le monstre le fasse, mais il ne le permettra pas, c'est hors de question. Une sphère d'énergie est lancée vers les membres paralysés, mais le protagoniste s'interpose et encaisse le coup de plein fouet. Puis il ressuscite juste devant l'une des têtes de l'ennemi, qui sans hésiter lui assène un autre coup, sans pitié. Une fois de plus, Yoshito meurt et ressuscite. Voyant une autre attaque arriver, il dit qu'il ne pourra pas arrêter les deux têtes, tandis que la créature le fixe de ses yeux rouges perçants. Soudain, Mana apparaît et déclare qu'elle s'occupera de la tête de droite pendant que Yuri prendra celle de gauche, sans problème. Un peu plus en arrière, la jeune femme acquiesce. Le protagoniste regarde derrière lui, surpris, vers la porte. La challenger aux cheveux sombres prépare son attaque et dit à son ami qu'il peut lui faire confiance, montrant qu'elle est plus forte que jamais et prête à en découdre. Sakia se lance dans les airs, tourbillonnant sans arrêt. Et quand elle est assez proche, elle dégaine ses deux épées, ses yeux fixés sur le coup de l'hydre. Alors, avec plusieurs frappes rapides et consécutives, elle fait sa part du travail, avec une efficacité redoutable. Avec l'attaque, la créature tire une sphère d'énergie qui finit par frapper le plafond. Mais notre héros réalise que quelque chose ne va pas, et en regardant une autre sphère, il comprend qu'il ne pourra pas arrêter cette attaque-là. Shiromachi lui dit de ne pas s'inquiéter car elle interceptera le coup sans problème. Utilisant le bâton qu'elle a obtenu, elle lance une boule d'eau qui entre en collision avec la sphère d'énergie de l'hydre, provoquant une énorme explosion aux nuances de bleu. Une partie des flammes frappe la créature, à qui il ne reste désormais plus que deux têtes. S'approchant, les deux challengers demandent à Takemichi ce qu'il pense du fait qu'elle soit devenue plus forte. C'est une sacrée surprise. Confus, le protagoniste demande pourquoi elles sont là. La jeune fille blonde explique qu'elles se sont toutes deux portées volontaires pour l'équipe d'attaque et ont obtenu la permission de Fuyuni de le suivre. Donc cette fois, elles ne seront plus un fardeau pour le jeune homme, c'est promis juré. En entendant cela, notre héros a des flashbacks de l'époque où il formait une équipe et quand les filles avaient décidé de partir. Mais elles avaient promis de revenir et elles disaient vraiment la vérité, c'est incroyable. Un sourire se dessine sur son visage avant qu'il ne dise qu'il peut voir qu'elles sont plus fortes. Alors c'est à eux trois d'anéantir l'hydre une bonne fois pour toutes. Révélant ce qu'il sait déjà, le protagoniste explique que pour empêcher les têtes de se régénérer, ils devront détruire le noyau magique à l'intérieur de son corps. Mais avant tout, Yuri doit utiliser sa détection magique pour le localiser. En quelques secondes, la jeune femme annonce qu'elle l'a trouvé, c'est une bonne nouvelle. Notre héros dit qu'ils devront percer le noyau avec de la magie et lui demande si elle en est capable. Déterminée, la challenger répond qu'il peut lui faire confiance les yeux fermés, puis activant son bâton tout en gardant la compétence de détection active. Sans hésiter, Shirimachi lance son attaque, visant directement le cou du monstre. Mais il ne peut pas se défendre à temps et un trou apparaît là où se trouvait le noyau, c'est parfait. Excité, Yoshito dit que maintenant cette tête ne peut plus se régénérer, c'est une victoire. Tout à coup, la créature reprend son envol. Réalisant rapidement ce qui se passe, le protagoniste dit qu'elle prévoit de les paralyser. Alors ils doivent contre-attaquer tant qu'il est encore temps et vite. Le jeune homme et Mana chargent la bête avec tout ce qu'ils ont et ensemble, ils se préparent à lancer une frappe coordonnée. Ils visent tous les deux dans des directions différentes, forçant la créature à lancer la sphère sur le protagoniste juste devant elle. En bas, la brune audacieuse crie à son allié. En l'air, notre héros comprend que l'hydre est plus intelligente qu'il ne le pensait, car elle a réussi à préparer une autre attaque en lançant un sort, c'est malin. Shirimachi dit que ça va aller car elle sera plus rapide. Un autre des noyaux du monstre s'envole, la créature finit par hurler et à bout de force s'effondre au sol. Mais montrant que ce n'est pas encore fini, elle tire une autre sphère d'énergie, se dirigeant droit vers la jeune fille au bâton. Sentant quelque chose arriver, ses yeux s'écarquillent tandis que ses amis commencent à crier, c'est la panique. De nulle part, Radeva
apparaît et dit que juste au moment où il a réussi à se remettre de la paralysie, il va se faire frapper à nouveau. Mais au moins cette fois, il pourra protéger ses alliés, c'est une bonne chose. Nerveux, le protagoniste l'interpelle et lui demande de ne pas faire ça, c'est trop dangereux. Prenant une profonde inspiration, le chef de l'équipe de glace commence à sourire et juste avant d'être frappé de plein fouet, dit que c'est son souhait. Tout le monde regarde, bouche bée, le corps du jeune homme être emporté par l'explosion. On voit qu'apparemment, Ritojo n'est plus parmi les vivants, c'est un coup dur. Atteignant l'autre côté de la salle, il s'écrase contre un mur et quand la poussière retombe, on découvre que le jeune homme a de nombreuses blessures. Avec 2 noyaux détruits, l'hydre pousse un rugissement. Furieux, Yoshito maudit la créature, c'est une bête. Mais alors tout à coup, Kagura apparaît. L'homme s'appuie sur sa propre épée, essayant de rester debout. Transpirant à grosses gouttes, il s'excuse auprès du protagoniste, pensant en lui-même. Notre héros dit que l'équipe de glace a aussi commencé à se relever. Ce qui signifie que le sacrifice de Ritojo n'a pas été vain, c'est une lueur d'espoir. Se tournant vers l'avant, il avertit le dresseur qu'il va couper la tête de la créature et lui demande si l'homme peut l'aider. Prenant une profonde inspiration, Okyomi lève son épée et dit qu'il n'a pas besoin de le demander 2 fois. Les deux se précipitent sur la bête qui les fixe de plein fouet, prête à en découdre. Rétabli, l'hydre décide de charger une autre sphère d'énergie et la lance sur le duo pour se protéger. Mais elle n'avait pas compté sur Yuri qui est plus rapide et intercepte son attaque avec sa magie. La jeune fille reste alerte pour voir ce qui va se passer ensuite, c'est tendu. Une fois de plus, le monstre se met à rugir et décide de battre des ailes pour s'échapper. Mais Mana apparaît dans les airs, déterminée à mettre fin à tout ça. Avec son pouvoir activé, la jeune fille assène un coup au torse de l'ennemi. Avant de sauter pour créer une certaine distance, c'est une vraie guerrière. Avec cette attaque, l'hydre s'effondre enfin au sol et c'est maintenant au tour de Kogura de faire sa part. S'approchant suffisamment, l'homme laisse la créature avec une tête en moins qui commence rapidement le processus de régénération. Déterminé à ne pas laisser cela se produire, il agit vite. Yoshito se prépare à porter le coup fatal, disant qu'il ne laissera pas le monstre se relever. Son épée finit par frapper le dernier noyau restant. Mais pas satisfait, il décide d'y mettre un peu plus de force, juste pour être sûr. Ailleurs, quelqu'un dit que la vie de son cher serviteur a été prise, c'est un drame. C'est une femme aux longs cheveux blonds et aux yeux brillants, et elle demande alors qui a fait ça. De retour sur le champ de bataille, tout le monde se rassemble autour de Rito, qui tient le jeune homme dans ses bras. Notre héros l'interpelle, et étonnamment, il ouvre les yeux tout en demandant au jeune homme de ne pas faire cette sale tête, c'est un miracle. Après tout, il était prêt à mourir, mais heureusement, il est toujours en vie, et il a juste besoin de soins et d'un peu de repos pour pouvoir combattre à nouveau aux côtés de Yoshito. En l'entendant parler, le protagoniste fond en larmes, c'est tellement émouvant. Mais alors, tout à coup, le chef de l'équipe de la fleur de glace semble arrêter de respirer, ce qui fait paniquer notre héros, c'est terrible. Loin de là, la femme mystérieuse dit que cette présence est une résurrection infinie, et levant les yeux au ciel en tendant les mains, elle déclare qu'elle pourra enfin le revoir après tout ce temps. Notre vidéo se termine ici. Si vous avez aimé, laissez votre pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, salut.